Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Alors cette semaine, je reçois un collègue humoriste, Colin Boudria, que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup son travail. Ça fait pas longtemps que je le connais, mais c'est ça, je le connais pas dans la vraie vie personnellement tant que ça, fait que c'est intéressant pour moi de le connaître un petit peu plus. Il y a un passé il était intervenant en santé mentale, puis tout ça, on parlait beaucoup de ça. Fait que c'est vraiment une perspective intéressante. Tu sais, souvent les humoristes, on est né dans l'humour, puis on a juste baigné dans l'humour. Lui, il a une expérience dans autre chose. Fait que c'était très intéressant. Fait que merci d'être là. Merci encore une fois à mes membres Patreon. Si vous voulez vous inscrire, c'est toujours apprécié. C'est une belle petite communauté. Tout le monde est... Tu peux laisser tes commentaires. Moi, j'écoute... Tu sais, mettons, je lis plus les commentaires Patreon que YouTube. YouTube, il y en a beaucoup trop, puis tout ça. Fait que si tu veux donner ton input, puis tout ça, souvent, je prends les suggestions d'invités. Fait que inscrivez-vous à ça, sinon je suis encore en tournée partout au Québec avec mon spectacle du cœur au ventre. Allez checker ça sur guillaumewagner.com. Et pour suivre Colin Boudria, Colin Boudria sur Facebook, sur Twitter et tout ça. Merci, on s'en va écouter ça. Let's go. Colin Boudria, bienvenue à mon podcast. Allô, merci. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. T'es un gars qu'on se connaît pas beaucoup, en fait. Non. On se connaît presque pas pantoute, mais on se croise souvent. Cette année, t'étais au Mobilo. Là, on est dans le futur, là, juste te dire. Ouais, on est dans 2 semaines, genre. Ouais, exactement. Mais ça, moi, la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé déjà écœurant. Je savais pas d'où tu sortais. En fait, c'est ça. Je veux savoir, c'est quoi ton background? Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, là? Ça fait... j'étais dans la même cohorte que Alex Forêt puis Coco. Ouais, Chris, une petite cohorte, là, d'ailleurs. Là. Ouais, on est sorti en 2016. Fait que ça fait 4 ans si on compte l'école, 4-5 ans. Genre. Ouais, vous êtes pas mal, genre, la nouvelle batch qui m'a le plus donné espoir et inspiré. T'sais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des nouveaux humoristes qui avaient un propos, qui avaient une démarche. Puis c'est pour rien enlever aux autres humoristes. Là, c'est d'autres styles, c'est différent, puis tout ça, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu du monde que je fais OK, eux autres, ils ont comme une conscience sociale, puis essaient de faire des trucs. Je sais pas pourquoi c'est arrivé, nous trois, c'est un peu par hasard. Vous êtes-vous inspiré là-dedans, genre, à l'école? J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on faisait tout un peu naturellement. T'sais, des fois, il y a des humoristes qui se cherchent vraiment longtemps avant de trouver. Mais moi, mon angle de... Tu sais, je me suis amélioré dans 12 000 affaires, mais je faisais déjà ce que je fais maintenant, genre. Je suis pas capable d'écrire si c'est pas sur un sujet en particulier. Je suis pas capable de faire des liners. Je suis incapable de faire des affaires un peu absurdes. Faut que ça soit sur un sujet, puis là, je dors la pilule en mettant des gags. Ça prend ton opinion à travers tout ça, ça prend un certain propos. C'est ça que j'aime. C'est ça ma motivation le plus, c'est de forcer mon opinion sur des étrangers. C'est vraiment ça que j'aime plus qu'être drôle. Mais c'est ça qui est le fun de l'humour, justement, c'est que tu peux avoir une opinion que tu sais que personne va être d'accord, mais le gag, tu viens les ramener, le gag est trop fort, puis ils sont comme ouais, ok. Puis il me l'a mis dans la tête, pareil. Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, tu serais pas capable de faire ça, toi, de juste écrire des jokes pour des t'as pas genre tu sais, moi il y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup dans une joke bien construite qui dit absolument rien mais qui est comme qui a pas de gras, tout est parfait. Il y a de quoi de le fun là-dedans quand même, mais toi c'est pas quelque chose qui te parle. Mais moi, en fait, ça me parle quand les autres le font. Comme des liners. En fait, les liners, ça m'impressionne vraiment parce que je sais vraiment pas comment tu peux sortir un gag de nulle part. Moi, les rares liners que j'ai, c'était des bits qui étaient vraiment très mauvais puis que j'ai juste gardé un gag dedans finalement, mais je peux pas, je suis pas capable d'écrire un gag pour écrire un gag. Moi, ça me fascine ça quand même, ceux qui sont capables de faire ça, puis non seulement qu'ils sont capables de faire ça, mais crime, tu sais, mettons Frankie là, qui fait beaucoup de liners ou Yannick de Martino, bon, lui c'est plus des bits là un peu là, mais mettons Frankie c'est un bon exemple, je l'écoute puis c'est comme OK, c'est un liner, c'est court un liner là. Puis après ça t'as genre 1 heure à faire, t'es mieux d'en avoir en tabarnak. Comment tu te rappelles de tes liens? Tu sais, moi des fois un lien en 2 bits de 5 minutes, j'ai de la misère à m'en rappeler. Lui, il a besoin d'un lien entre chacun de ses gags. Non, c'est incroyable. C'est vraiment un nasty job. Fait que toi, c'est pas quelque chose que tu... ça m'impressionne, mais je comprends même pas comment ils peuvent le faire. Je comprends pas comment tu peux travailler, puis t'asseoir, puis juste faire, bon, qu'est-ce qui est drôle? Ouais. Mais c'est un affaire qui impressionne quand même beaucoup les humoristes, j'ai l'impression, tu sais... des humoristes américains, j'entends souvent qu'ils ont un gros fétichisme sur Mitch Hedberg. Là. Ils le trouvent bien impressionnant de ça parce qu'ils comprennent pas comment tu peux avoir des liners aussi champ gauche qui vont dans toutes les directions. Mais toi, c'est quoi justement tes influences? T'en as-tu eu des influences d'humoristes? Moi, je me suis intéressé au stand-up vraiment, vraiment tard. Ah ouais? Pour vrai. Ouais, moi, je suis rentré à l'école tard dans ma vie. Là. J'avais 28 ans quand j'ai commencé le NH. OK. Puis j'avais tout le temps beaucoup aimé l'humour. J'ai fait plein d'autres affaires. Puis je faisais genre des courts-métrages, des web-séries, c'était humoristique. Mais j'avais jamais pensé faire du stand-up. Je m'y intéressais pas plus que ça avant de faire un cours du soir à l'ENH. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je suis embarqué à l'école après. Mais pas des trucs québécois tant que ça. Non, OK.
À un moment donné, quand j'ai commencé à écouter Doug Stanhope, j'étais vraiment impressionné de OK, ça peut être ça. Ça, c'était un peu ce qui m'a fait découvrir le stand-up avec l'angle de Chris, tu peux faire des affaires de même en stand-up. Ouais. Ce que j'en connaissais, c'était des galas juste pour rire que j'avais vu à TV il y a 10 ans. Tu sais. Ok, fait que c'est ça, genre Doug Stanhope, un peu. Ouais, vraiment beaucoup. Louis C.K. après, veut pas. Ouais, non, mais crime, tu sais, ça reste une légende de l'humour, là, tu sais. Ouais. Super bien fait. Puis... Ouais. T'as-tu écouté son set, là, qui est sorti? Non, j'en ai entendu beaucoup. L'affaire qui a été bootleguée. Où il bâche contre les étudiants. Ouais, mais c'est comme un bout d'un show complet d'1 heure, là. Puis ça a été beaucoup critiqué, mais moi, je l'ai écouté, j'ai quand même des affaires qui étaient drôles, tu sais. Puis, tu sais, ce bout-là, honnêtement, s'il n'y avait pas tout son passé, je pense que ça aurait passé parce que il va trop loin volontairement. Ouais. Les gens cherchent déjà un peu l'attendre avec une brique puis un fanal. Ouais, mais c'est ça, mais tu peux quand même pas. Tu peux pas amener des opinions comme ça avec ce qu'on sait de toi. Tu peux juste pas en parler de tout ce qui s'est passé quand t'es Louis C.K. Mais il le fait. Il le fait un peu au début. Ouais, il le fait un peu au début. Il fait-tu bien? Parce que ça, j'étais vraiment... L'espèce de comeback, drôle. Je l'attendais. J'étais curieux. Ben, c'est drôle, mais il va pas en profondeur. Tu sais, il commence en disant comme quelque chose comme tu sais, ça va bien vous autres, puis ça. Puis il dit anyway, là, peu importe c'est quoi votre année en ce moment, ça peut pas être pire que mon année. Tu sais, puis là, ça rit. Puis tu sais, il dit à quel point c'est ça, là, tu sais, que ça a été une année rough, mais tu sais, il va pas. Il va pas porter le blâme, il va pas aller plus loin là-dedans, il va pas explorer. Il n'y a pas de réflexion personnelle. Mais c'est ça qui est pas, je sais, c'est comme t'as des démons d'autres, tu sais, parle-nous-en, c'est ça qui est intéressant du stand-up. Surtout, là. C'est ça qui est intéressant du stand-up, mais c'est ça qui est intéressant de lui. Lui, ce qui est le fun, c'est qu'il va tout le temps dans des zones sombres de lui-même, puis il fait des affaires super personnelles. Fait que tu peux pas avoir quelque chose de gros de même, puis faire juste, hey, ça s'est pas passé, genre. Sans essayer de l'excuser ou quoi que ce soit, quand ça s'est passé, moi, je me demandais, c'est un peu délicat à dire, je me disais, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de semi-positif de tout ça, c'est un des rares humoristes qui serait capable de le faire, j'ai l'impression. Mais là, il n'y a pas de l'air parti pour ça. C'est ce que j'ai pensé aussi. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais j'étais extrêmement déçu de voir qu'il faisait rien avec ça. Puis aussi le fait que, tu sais, à un moment donné, on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de gars là-dedans là, qui ont fait comme, hey, c'est quoi, oui, tu sais, genre, je prends le blanc, puis j'ai des affaires à l'intérieur, puis il y a une culture, genre, qui est toxique un peu, puis je sais pas comment je me suis rendu là, puis explorons ça ensemble, puis essayons de le comprendre, tu sais. C'est toujours comme, je suis une victime, c'est un système épouvantable, les maudites féministes. Pis... ben, tout le monde se sent super visé au lieu de sentir qu'ils sont dans un système. Puis ils ont été élevés de même aussi. C'est pas, tu sais, sans enlever de la responsabilité à personne. Si tu parles du genre de culture du viol ou whatever, c'est tout le monde est dans cette culture-là, puis tout le monde a été élevé de même. Tant des femmes qui le tolèrent que des gars qui le font, c'est juste à réapprendre à vivre. Genre, c'est pas que t'es méchant, c'est que t'as vécu dans quelque chose qui t'a... Ben, t'as fait des trucs méchants, mais ça veut pas... ça fait mais pas c'est la même normalisation. Genre, t'as l'impression que c'est pas grave. J'ai l'impression que souvent, c'est ça le problème. C'est que des gars font des choses qui ont l'impression que c'est pas grave. Ouais. Puis ils se disent que en normalisant ce système-là, ben ça va les excuser eux autres. C'est comme Ou ils font pas de réflexion par rapport à ça. Ils sont juste non, j'ai jamais eu tort, tout est correct, tout est, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de gens plus progressistes qui sont comme ah ouais, non, ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Puis je veux dire, quand tu connais les deux, t'es comme ouais, toi aussi, t'as une introspection à faire, là, on n'est pas tous. Puis c'est ça l'affaire qu'il faut souvent répéter. Je veux dire, on n'est pas parfait, là. Tu sais, je veux dire, moi, il y a aussi bien des réflexions que j'ai eu à faire là, quand j'ai jasé avec du monde après ça. Tu sais, souvent, on s'exclut de ça, puis là, tu jases, fait comme ah, Chris, moi, j'ai fait des petites affaires de même, j'ai fait des trucs et des fois que. Ouais, ça, on serait dû pour ça, mettons. Mais tout le monde a peur de le faire. C'est très confrontant. C'est très confrontant de se poser des questions sur soi-même, genre, en général. Ouais. T'as-tu l'impression qu'en ce moment, on a de la misère avec ça, on est dans une espèce de climat où il y a un clivage extrêmement... On dirait qu'on a de la misère à avoir de l'introspection puis de l'empathie pour l'autre dans nos critiques. J'ai l'impression, tu sais, comme on est beaucoup dans le... on aime bien ça, bâcher. On a parlé, toi puis moi, au gala d'ouverture, on parlait de Mathieu Bock-Côté puis tout ça, puis on a trouvé ça bien drôle là, qu'il se fasse ramasser, mais on dirait qu'on n'est pas très bon pour... Tu sais, on est comme yes, on est content, tu te fais ramasser, mon esti. Mais c'est rendu comme des matchs de sport. Exact. Hey, moi j'ai mon team qui est les progressistes, puis est-ce qu'on va rentrer dans l'autre team? Ouais. Oui. Ben ouais, c'est la même affaire de tout est super polarisé depuis de plus en plus dans les dernières années, puis je sais pas vraiment comment on s'en sort. C'est drôle parce que tout le monde en est conscient, tu sais, des affaires comme ça, là t'en parles, t'en es conscient, mais notre premier réflexe,
c'est d'être content puis de bâcher sur c'est- l'autre. c'est Puis sur quoi la scène, fin? on le fait vraiment beaucoup. Même Ouais, mais si- ça, c'est, tu sais, je veux dire, ça, moi, je le pardonne parce que c'est de l'humour, là. Je veux dire, on exagère, on crée des clivages pour la joke, on fait des grosses caricatures, tu sais, c'est too much. Faut que ça soit drôle, tu sais, c'est ça le but quand même, là. On n'est pas en train d'espèce d'étayer une thèse, là, tu sais, à un moment donné. c'est jamais très drôle quand c'est super nuancé. Là, Ouais, genre. exactement. Mais l'autre côté de la médaille, c'est ça que Ouais. ça sera pas drôle. J'ai quand même, tu sais, là-dessus, j'aurais peut-être une pièce de réflexion. J'ai l'impression que, tu sais, mettons, Mathieu Bocoté, c'est un bon exemple, là. Tu sais, il utilise des procédés, il utilise des sophismes, des généralisations, il met tout dans le même panier. Tu sais, il utilise des insultes, là, à quelque part, là, tu sais, sont peut-être plus sophistiqués, des fois, ces insultes, là, mais tu sais, comme mettre tout le monde est un néo-marxiste, post-moderne, machin chouette, là, puis qu'on est en train d'être castré en tant que société, puis le grand remplacement, puis ça, mais tout ça, c'est une forme d'insulte, fait que quand la personne se fait ramasser, peu importe de quelle manière, on est comme content parce qu'on a eu l'impression qu'on s'est fait insulter tout ce temps-là. Ouais, t'sais. comme si quelqu'un avait pris notre défense. Genre, on sent qu'on est. Ouais. On se fait cibler Prends par toutes Mathieu les Bocoté. armes que tu peux, whatever, détruis-le, ce style-là, tu sais, on est... Mais est-ce qu'il le fait bien en plus? C'est ça qui est fou avec ces gens-là. Puis je les trouve super intéressants. Ouais. Tu sais, justement, on parlait de Jordan Peterson. Je le trouve fascinant d'une vraiment mauvaise façon. Mais il est comme le personnage, puis ce qu'il représente en ce moment, puis comme comment il est gros, Ah, c'est un symbole, c'est un phénomène. c'est là. vraiment quelque chose. C'est Ça comme... dit quelque chose sur la société en ce moment. Ouais. Surtout aux États-Unis, là, j'ai l'impression, mais il y en a beaucoup au Québec de Puis plus c'est en un plus. Canadien, il veut pas. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est international. Là. Il va vraiment Oh, chercher ouais, des non, gars écoute, mon partout. gars, Ouais. Il fait une belle petite fortune, là, lui, avec ses podcasts. Puis, mais il y a quelque chose de tellement... Tu sais, il est très dans la consultation aussi. C'est très croissance personnelle, Jordan Peterson. Ouais, ben, Chris, un livre qui s'appelle les 12 règles de quelque chose, c'est Juste sûr. ça, C'est la là. formule est là. là, ouais. Aïe, aïe, de quoi tu parles? Tu l'as écouté le fameux débat entre Slavoj Zizek puis Jordan C'était-tu Peterson? le truc le truc du magazine masculin britannique, genre? C'est pas ça? Non. Ah non, toi tu parles de Slavoj Zizek. Non, Ouais. mais ça vient d'arriver. Ouais, là. ouais. Ok. Tu l'as pas Je savais écouté? même pas que c'était sur Internet, non? Ah ouais, c'est sur Internet si tu veux l'écouter. Mais ça, c'était ridicule aussi. Ils ont fait ça dans je pense à Toronto, justement, Ouais. chez eux. Dans une espèce d'amphithéâtre de 3000 personnes. C'était C'est sold comme un out, show rock, c'était ouais, c'est ça. scalpé. Puis ça a commencé de même. Jordan Peterson s'est vanté en disant comme, hey, parce que c'était en même temps que les séries, c'était les Maple Leafs qui jouaient. Puis c'est comme, hey, on m'a dit que les billets scalpés pour cet événement-là étaient plus chers que l'événement des Maple Leafs. Fait que là, le monde applaudit. C'est comme, hey, man, on est où? C'est quoi ce phénomène-là? C'est assez étrange. Puis ouais, c'était vraiment intéressant comme débat. Mais j'ai lu un intéressant. truc comme quoi les deux étaient super braqués, que ça finissait un peu comme des espèces de monologues. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est clair que, je veux dire, tu t'en sors pas. Mais ce que je te dirais, moi, de ce que j'ai retenu de ça, c'est que, tu sais, les deux mettaient beaucoup plus d'eau dans son vin que j'aurais cru. Slavoj Zizek était très... Uncle Zizek, là, tu sais, genre, tu sais, là, regarde, je vais te montrer comment ça se passe. Puis, tu sais, il est Un peu fin, condescendant, non, genre. pas condescendant, il en donne beaucoup, Ok. genre, ouais, ça, je suis d'accord avec toi, ouais, ça, mais ça, t'es un esti tweet, mais j'en sens le dire, là, tu sais, fait que, il donnait beaucoup de lousse. Puis Jordan Peterson, je le sentais quand même un peu impressionné, là, tu sais, d'avoir un débat avec Slavoj Zizek, mais quand même plus ouvert que j'aurais pensé aussi, tu sais, quand même plus à l'écoute, puis tout ça, mais il restait quand même dans ses idées que c'est ça, là, cette espèce d'idée que tout est néo-marxisme, puis il commence en parlant du manifeste communiste, puis il l'a lu la semaine passée. Il avait jamais lu ça. Et comme moi, j'ai lu ça, l'affaire dont je vous parle depuis 2 ans, bon, genre. je l'ai pas lu au complet parce que tu sais, c'est quand même étoffé puis tout ça, mais ce que j'ai retenu, c'est comme what? T'avais jamais lu? Mais T'as fait ton blé là-dessus, man. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'il maîtrise. Il y a bien des sujets qu'il maîtrise pas, mais il donne vraiment bien l'impression de les maîtriser. Il y Ouais. a vraiment une bonne façon de... OK, je vais prendre des articles scientifiques, je vais juste... je vais juste prendre ce que je veux dans ces articles-là, puis après ça, je vais donner des impressions personnelles sur un autre sujet, mais tellement proche que ça a de l'air scientifique. Il est vraiment bon pour que tout ait de l'air... Mais quand tu prends un peu de recul, tu y repenses après, ça n'a pas de bon sens, mais il t'en crisse plein en face, mais vraiment vite. c'est comme un animateur de Radio X, mais full cultivé. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, Ça, c'est les c'est mêmes un petit opinions, peu ça, là, tu sais, ouais. cette espèce de paranoïa que tout est communiste, là, tu sais, comme aussitôt que comme de quoi de social, c'est communiste, là, tu sais, c'est réglé à chaque fois, qu'il faut vraiment faire attention au féminisme. Ben, qu'ils sont des victimes, en fait, que tout... c'est tout le temps une perception de les gens sont out there to get us, puis faut qu'on protège nos affaires, puis... Et c'est tellement weird, ça, quand même, tu sais, être un homme blanc hétérosexuel en Occident, puis être sûr que
on est en train de détruire ton château, là. C'est Je fucké pense que quand même. les gens qui le suivent, ils le pensent vraiment, mais je Mais sais pourquoi pas. tu penses? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, on est ça, nous autres aussi, là. Tu sens-tu comme brimé, là? Non, moi zéro, vraiment, vraiment pas. Puis je Mais pense tu que sais, je l'ai y a eu un moment facile. dans ta vie, là, que tu t'es senti brimé ou, tu sais... Pas vraiment, mais je pense que c'est pas dans mon tempérament, là. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens, tu sais... C'est un gros cliché d'exemple, mais un gars blanc qui se fait bullier au secondaire, il va sûrement se sentir brimé. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai pas eu de période super difficile, mais tu sais, je peux comprendre que quelqu'un développe cette mentalité-là puis la garde plus tard en vieillissant, mais tu sais, je veux dire, c'est pas justifié, mais ouais. Tu fais vraiment bullier par une gang de féministes? Je ne crois pas. C'est que ce soit probablement le cas. plus des dudes masculinité c'est toxique clair. ensemble. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. Puis à chaque fois, il y a de plus en plus de fans, là, Jordan Peterson, puis j'en ai parlé à ben du monde, puis il y a du monde qui est comme, non, on va dire que... Je sais pas, Genre, me dire qu'il y a un peu raison, genre, qui... Ouais, qui sont comme, ouais, mais tu sais, je comprends, à m'amener, le féminisme, c'est important, puis que les femmes prennent leur place, mais en même temps, faut pas oublier la masculinité. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose, là, tu sais, on shame ça, mais, tu sais, en même temps, il y a des bonnes affaires au travers de ça, puis c'est comme, à chaque fois, je suis comme, premièrement, c'est quoi la masculinité? C'est comme, comment on définirait ça, là, complètement, là, je sais même pas qu'est-ce qui est réel ou pas. Puis, je sais pas, moi, c'est comme, ça me libère plus qu'autre chose de pas être obligé. Ouais, ben c'est bon pour ça, tout le monde, ouais, de pas avoir une façon hyper nocive d'être un homme, puis que tu parles de rien, puis tu gardes tes affaires en dedans, puis tu te fais des cancers, puis non, c'est clair. C'est pas bon pour personne, mais ouais. Je sais pas, j'imagine qu'ils ont peur, ils sentent qu'ils perdent des privilèges, ce qui est pas faux, mais c'est juste qu'il y en avait trop, genre. Tu sais, je sais pas, mais ouais. Mais toi, t'es étudiant en psycho, c'est ça? Ouais. J'ai étudié en psycho, j'ai fait un bac puis une maîtrise en psycho. Un bac puis une maîtrise, OK. Ouais. OK. C'est combien de temps à faire ça? Ça dépend du monde. Ça dépend du monde, mais Ah c'est ouais, comme ok. minimum 4 ans et demi, je te dirais. Ah, C'est 4 ans et 3 ans demi, pour ok, ton ok. bac. Puis la maîtrise, moi, je l'ai faite en recherche. Puis ça sert plus à grand-chose, en fait. Fait que Ok. d'habitude, tu commences ta maîtrise puis t'es shippé au doctorat directement. Ah ouais? Parce que ça sert à rien d'avoir juste une maîtrise en recherche. De toute façon, il faut que t'aies genre des postdocs ou des trucs comme ça. OK. Moi, je savais que j'étais plus vraiment intéressé à la fin de mon bac, mais j'avais eu une bourse, puis j'allais être payé pour aller à l'école, Fait ce que qui t'étais est comme, vraiment rare ouais. dans ta vie. Fait que Ok. fait que je suis allé à la maîtrise, mais je savais que je continuerais pas là-dedans. OK. OK. Puis qu'est-ce que t'as fait ensuite? Quand t'as eu ça? Après, pendant ma maîtrise, puis après, j'ai travaillé en santé mentale, intervenant en santé mentale dans un centre de crise pendant une couple d'années. Ah ouais, combien de temps? Une couple d'années, genre... 4-6 ans, là. Aïe. Puis j'aimais bien ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manquait, je trouvais. Fait que de là, je suis rentré à l'école. Quand j'ai Ok. lâché ma job, je suis rentré à l'ENH. OK, mais pour mettons, être psychologue, j'imagine qu'il faut que tu fasses... Faut que tu fasses, c'est ça. Il aurait fallu que je fasse un doc en clinique, parce qu'il y a comme deux Ok. branches, t'as clinique puis recherche. Il y a Ok. plein de monde qui sont en psycho, mais ils font juste de la recherche. Juste, tu sais, carrière ok. académique, ils font des publications, des trucs comme ça. Puis pour être psychologue clinicien, c'est un autre branche complètement. Puis ça, j'avais pas appliqué, j'avais pas essayé de le faire. Mais c'était-tu quelque chose que tu voulais faire au départ? C'était ça Oui, ton à but? la OK. base, c'était un peu ça, mais je l'ai comme perdu pendant le Pendant, bac. t'es Je comme, le ouf, sentais ouais, pas pas. tant. Ouais. Mais ouais, pourquoi t'as décidé de t'inscrire là-dedans? Parce que, en tout cas, les gens que je connais en psycho, c'est toujours comme, tu vois qu'ils ont des problèmes puis qu'ils Qui sont à la essayent de recherche régler leurs de propres régler problèmes. ça. Je Hey, sais je vais me pas. diagnostiquer moi-même puis ça va être réglé. C'est comme, ouais, bonne chance. Ouais, Mais je ouais. pense que ceux-là t'offrent pas vraiment longtemps. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant. Puis je me suis laissé flotter longtemps dans ma vie de ok, j'ai fini le cégep, faut que je fasse quelque chose d'autre, je vais m'inscrire là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de gros choix vraiment clairs que j'ai fait, à part cette cassure-là de commencer à faire de l'humour. OK. Fait que si ça m'intéressait, j'ai appliqué, j'ai été pris, puis je me laissais flotter pendant Un peu vraiment comme n'importe longtemps dans quel ma vie. jeune qui sait pas trop, là, qui est comme, ah, ça, c'est intéressant, I guess. Ouais, Puis, c'est ça. Genre, il faut le faire, fait que je vais faire ça plutôt que d'autres OK. choses. Mais ça te passionnait pas plus que ça? Je suis vraiment curieux, fait que je trouve des affaires vraiment intéressantes. Ouais. Tu sais, je me faisais pas chier pendant que j'étudiais là-dedans, mais non, j'étais pas complètement allumé de je veux faire juste ça pour la fin de ma vie. OK. C'est la psycho, quand même une science un peu, comment je te dirais bien ça, aboutie, dans le sens que, tu
sais, à chaque fois que j'ai été voir des psychologues, j'en ai vu, j'ai toujours trouvé ça un peu, tu sais, plein d'affaires intéressantes, puis utiles, puis tout ça, mais quand même, c'était mou un peu, tu sais, je veux dire, au final, on y va à tâtons. Au final, je lisais du Marc Aurèle tout seul chez nous, sous le conseil de mon psy, là, tu sais. À chaque fois, j'étais comme, c'est intéressant, hein? Moi, je comprends les petits trucs en moi, mais Chris, c'est-tu vraiment, est-ce qu'on est encore beaucoup en recherche en psycho? Est-ce que c'est beaucoup avancé en fait de ce que tu sais, tu sais? Ben, en clinique, c'est ça. Moi, j'ai pas fait tant de trucs cliniques. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme il y a des structures de c'est comme ça qu'on fonctionne, mais c'est tout le temps de la recherche avec ton client un peu. Là. OK. Puis je pense que ça dépend vraiment sur quel genre de psychologue tu tombes, quel type d'approche il y a, puis juste sa façon d'être lui-même. Il y en a qui sont blasés dans n'importe quel job, puis qui sont juste, qui te traitent comme un numéro. Puis ouais. Non, mais moi, c'est pas ça. Tu sais, je pense que j'ai eu des psys quand même intéressés puis motivés puis tout ça, mais à chaque fois, au final, j'étais comme... Je pensais que c'était plus concret que ça, mettons. Ouais. Je pensais qu'il y avait plus de bon, t'as ça, on va faire ça, puis ça. Mais c'est plus... c'est quasiment créatif, là, à quelque part. Ouais. C'est louche. C'est comme, bon, on va essayer des trucs. Ce que tu vas faire cette semaine. Puis tu m'en reparleras, on va voir si ça a aidé. Puis sinon, on va faire d'autres choses. Puis moi, je suis comme insécure dans ce temps-là. J'ai besoin d'affaires plus concrètes. D'être encadré. Mais moi, c'est pour ça que j'aimais travailler au centre de crise, parce que c'était pas de la psychologie clinique, mais il y avait du support. C'est comme une grosse maison où on a 8 lits puis on héberge des gens qui vivent des situations difficiles. C'est du monde qui sont comme assez bien pour pas être à l'urgence psychiatrique, mais pas assez bien pour être chez eux. Ça a été créé pour désengorger les urgences psychiatriques. Ça, c'est gouvernemental? C'est à but non lucratif, mais ça fonctionne sur le budget du gouvernement. OK. C'est pour sauver de l'argent. Parce que vous n'étiez pas financé par des philanthropes. Non, c'était l'enveloppe du gouvernement. Là. C'est bon. Mais parce que ça coûte vraiment moins cher, ça, que garder du monde à l'hôpital. C'est horriblement cher, garder du monde à l'hôpital. Mais puis ça, c'était des affaires super concrètes. Genre, OK, les gens étaient hébergés gros max 2 semaines. Puis après ça, il y avait un suivi qui allait jusqu'à 2 mois, mais ça, c'était des affaires super concrètes. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ta vie? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Fait que ça, c'était le fun. Puis je pense qu'il y a beaucoup de clients qui aimaient ça parce que c'était du super concret. Puis des fois, il y avait des affaires vraiment plus deep, des affaires d'attachement où ça, on était comme, si on peut pas se concentrer là-dessus, il va falloir que tu travailles à long terme avec comme une autre ressource ou une autre équipe. Mais c'est des affaires, c'est ça. C'était des affaires d'urgence de comment on peut régler ça. Mais c'est pas extrêmement angoissant, ça, justement, comme t'as quelqu'un qui arrive, c'est comme, sa vie est en jeu, entre guillemets, là, ça va pas bien, là, c'est pas, tu vas pas là, tu te ramasses pas là parce que, ça va jamais bien. Mais c'est comme, c'est quand même un poids, là, là, on te pitch ça, puis c'est comme, bon, là, faut que je catch c'est quoi le problème de cette personne-là, puis il faut que je l'aide, puis... Ouais, mais on est vraiment pas tout seul, il y a une équipe, puis il y a plein de meetings, puis on échange, puis il y a de l'espèce de brainstorm à l'interne entre les employés. Mais ça peut être stressant. Mais moi, j'étais bon pour... C'était comme vraiment lourd quand je suis au travail, comme charge de travail, mais j'étais vraiment bon pour couper complètement ça de ma tête quand je rentrais chez nous. Là. Ouais, parce que ça doit être... Ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'étais vraiment chanceux pour ça, de pas garder un stress puis de m'inquiéter de comment ça va pour telle personne quand je suis chez nous le soir. Mais j'imagine que des fois ça venait à tes oreilles que ça n'a pas bien été pour telle personne, puis là tu t'en occupais, puis tout ça, puis t'es comme bon. J'aurais-tu pu faire ça autrement? Tu dans ce doute-là quand même. Là. Mais il y a une affaire de... Je pense que ça m'a appris énormément de lâcher prise, pour vrai, parce qu'il y a... Puis ça, c'est une façon de le voir qui est peut-être un peu extrême, mais pendant la formation, il y a une des employées qui était là depuis longtemps qui nous avait dit... Tu peux pas vraiment... Il y a des meilleures interventions que d'autres que tu peux faire avec quelqu'un, mais tu peux pas faire une mauvaise intervention vraiment nuisible. À moins que genre tu donnes des conseils à quelqu'un sur comment passer à l'acte. Tu peux pas... Mais tu peux pas... que la corde, elle passe dans le nœud. C'est ça, genre tu fais des nœuds, tu montres aux gens comment faire des nœuds, mais c'est ça, tu peux pas nuire à quelqu'un, t'essayes, puis... Ultimement, tout appartient à la personne. T'sais, toi, tu lui donnes des outils, tu lui dis que t'es là pour l'aider, mais c'est pas toi qui fais les affaires. Puis il y a vraiment de lâcher prise. Il y a du... on va faire ce qu'on peut pour aider cette personne-là à appuyer, mais on peut pas tout faire. C'est quand même... c'est un sujet qui est extrêmement délicat. On a de la misère à parler. J'en ai beaucoup parlé avec Phil Brack ici, au podcast, puis il parlait qu'il y a des pensées suicidaires, puis tout ça, mais il en parlait de manière assez candide. Super casual. C'est très casual, puis ça, mais... En même temps, je trouve que on vit dans un monde où moi je comprends
un peu ça. Tu sais, moi, j'ai jamais eu ça, là, mais tu sais, on vit dans un monde comme de performance, ultra violent. On vit dans un monde comme tout le monde est pressé, il n'y a pas de contact humain. Ou, tu sais, vivre en ville, c'est comme pas... J'en ai parlé aussi avec Maïté, la Brique-Saganache, qui, elle, habite dans le Nord, elle est une crie, puis tu sais, elle est toujours en contact avec la nature, sa famille, tout ça. Puis elle est comme, je comprends même pas comment vous vivez, vous autres. Puis on est comme, ben, très mal. On comprend pas non plus, mais on continue à le faire. Puis ça va pas bien, on a toutes des angoisses, on fait toutes des crises de panique, puis tout ça, mais ouais, tu considères-tu que on vit dans un monde où il doit en avoir de plus en plus, en fait. J'imagine qu'à votre centre, à l'époque, je sais pas, devait être chargé. Là. J'avais pas, on était quand même pas mal occupés, là, mais je sais pas si ça augmentait vraiment. J'avais pas les stats de genre les 10 dernières années, mais en même temps, ça me surprendrait pas. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires de... Ouais, il y a beaucoup de choses que être lucide en ce moment, ça rend déprimé. Mais j'imagine que il y a ça, il faut pas trop que t'intègres ça quand t'essaies d'aider quelqu'un de faire comme c'est quoi, je te comprends d'abord. Ouais, non. Ouais. Non, mais faut pas que je sais pas. Tout le monde a des approches différentes, mais faut pas que ça te soit complètement étranger non plus de, tu sais. Ouais. Puis des fois c'était difficile parce que il y a des gens que objectivement il y avait des situations horribles, tu sais. Ouais, puis tu peux pas leur dire c'est sûr là, mais il y en a, ça arrivait. C'est un petit peu touché, mais les trucs... Moi, c'était surtout des trucs de douleurs chroniques ou de maladies dégénératives, parce que là, c'est complètement un autre élément. Ouais, c'est autre chose. C'est plus juste une angoisse. Ouais, c'est pas de ta faute, là. C'est pas de ta faute, puis c'est pas... Tu sais, il y a pas grand-chose qui sont tangibles là-dedans qu'on peut essayer de changer, là. Non. Quelqu'un qui a des douleurs chroniques, je sais pas. C'est vraiment dur, puis dans ce temps-là, moi, je leur laissais de l'espace, puis j'essayais de les écouter autant que possible, mais ça, je trouvais ça dur parce que moi-même, je sais pas comment je réagirais dans une situation comme ça. Ouais. C'est-tu des longs chiffres quand même? Ou c'était des chiffres de 9 heures. Tabarnak! Fait que 9 heures de ça? Ben, pas non-stop. Ça dépend, c'est vraiment... mentalement, ça doit être rough, là, à la fin de ta journée. C'est drainant mentalement. Exhausted. Mais on fait... on se back entre collègues, puis on fait des blagues entre collègues aussi pour alléger les trucs. On a... Ouais, l'humour, c'est toujours utile. Oui, dans des situations comme ça, c'est toujours super utile. C'est là que t'as développé un peu ça. Je l'avais déjà, mais dans des contextes comme ça, c'est une soupape dont tu peux juste pas te passer. Ouais, à ce point-là. Ouais, genre, ça se pourrait pas, mettons, comme une clinique comme ça, pas d'humour, où tout le monde est bien straight, c'est sérieux, on aide, puis y a pas de joke à faire avec ça. Ben, ça se pourrait, mais ça serait vraiment, vraiment lourd. Puis déjà là, que dans le milieu communautaire, il y a du gros roulement, les gens ont de la misère à garder les employés parce que c'est des conditions de travail vraiment pas le fun, puis pour pas des si grosses payes que ça. S'il y avait pas l'humour en plus, le monde resterait encore moins. C'était pas bien payé? Mais c'était pas horriblement payé. Pour moi, genre, quand j'ai commencé là, j'étais encore à l'école. Fait que pour une job universitaire, c'était relativement bien payé. Mais pour le contexte, c'est pas particulièrement bien payé. OK. Puis, mais toi, en même temps, je veux dire, tu faisais ça, puis t'aidais concrètement les gens, on s'entend, là? C'est quand même gratifiant là-dessus, là, concrètement, t'es en train de changer quelque chose chez quelqu'un, puis là, tu switches à l'humour où il y a absolument personne que t'aides là-dedans, là, tu leur fais faire comme « ha ha ha, moi aussi j'ai remarqué ça », puis ils retournent chez eux, là. C'est quand même un switch, ça te manque-tu ou... Non, ça me manque pas tant. Mais oui, je me rends vraiment compte que objectivement ma job est beaucoup moins importante en ce moment que ce qu'elle était avant. Mais j'aime plus ça parce que peut-être j'écoute plus mon ego que je tentais avant. Mais c'est complètement ça l'humour. La vie, c'est apprendre à se connaître même dans les affaires qui sont pas fuck eux autres qui ont besoin d'aide. Moi, donnez-moi ça. Mais ça, c'est intéressant de toi, fait que t'as un humour, t'es très progressiste, puis tout ça, mais je pense que t'es le seul ou presque en humour que tu viens de ce milieu-là. T'as été sur le terrain à aider le monde, puis t'as un background là-dedans. Là. Nous autres, on est tous comme blablabla, mais on n'a jamais vraiment mis la main à la pâte. Ouais, c'est un bon... Ben, je sais pas, je connais pas le background de tout le monde, mais ouais. Je sais vraiment pas de quoi je parlerais si j'avais commencé à faire de l'humour vraiment, vraiment jeune. Pour vrai. Je sais pas. J'ai l'impression que je parlerais juste d'humour. Parce que c'est tout ce que t'as vécu, tu sais. Quelqu'un qui a jamais eu d'autre job ou... Ouais, faut vraiment que tu lises beaucoup, faut que tu t'intéresses à plein d'affaires, faut que tu essayes de te sortir de ton milieu, parce que sinon j'aurais juste rien à dire pendant je comprends, je te rejoins là-dessus. Je trouve que justement on valorise beaucoup les jeunes humoristes parce qu'ils arrivent avec des nouveaux styles super différents puis intéressants, mais souvent ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter la vie, puis finalement ce qu'ils vont expérimenter c'est juste ça, ils vont expérimenter l'humour, les soirées d'humour, des soirées en chum d'humour, puis tout ça, puis à un moment donné... Une vie de célébrité que si ça marche vraiment vite, une vie de célébrité que
personne dans ton public peut s'associer à ça. Ils ont aucune idée de quoi tu parles. Mais ça, sans nommer de nom, il y en a comme, genre, c'est ça, leur premier show, là, ça blow, puis ils deviennent des super vedettes. Puis là, le deuxième show, c'est des anecdotes. C'est juste des gars qui sont mangés du homard. Ouais, puis j'ai rencontré telle vedette, on fait du bateau, puis là, tombé en bas du bateau. C'est comme, tabarnak, OK, on est rendu dans une espèce d'inception de vedettes à l'infini. Ouais. Mais je pense que j'imagine que c'est un gros avantage pour toi d'être plus vieux, d'avoir de l'expérience, puis tout ça. J'imagine que le milieu t'impressionne moins qu'un plus jeune. Peut-être, mais il y a une angoisse de plus avec ça. Je calcule mes affaires. Comme tout le monde, là, je suis un peu parano de OK, ça fait combien de temps que j'ai fini l'école, ça fait combien de temps que je fais de l'humour, pourquoi mes affaires vont pas mieux. Mais en plus de ça, j'ai le stress de j'ai 10 ans de plus que les autres qui sont à mon stade. Ouais, clock is ticking. Un peu, tu sais. Mais en même temps, non, tu sais. Non, mais oui, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais non, parce que. Mais ça, c'est très au Québec. Au Québec, c'est le même. Là. Au Québec, c'est le jeune qui sort de l'école, on le grab, puis on fait un show de suite. Puis c'est comme, OK, j'ai 10 minutes. Mais c'est pas grave, on va mettre la viande autour. Puis on est beaucoup comme ça. Mais tu sais, aux États-Unis, tous ceux que tu connais. Ils en font depuis 30 ans. Mais tu sais, mettons, Louis C.K., c'est un bon exemple. Il a commencé à pogner. Il devait être dans quarantaine avancée, je pense. Là, peut-être même. Non, plus quarantaine avancée. Louis Black aussi a commencé à pogner, il avait 50 ans. Mais lui, il a commencé tard aussi. C'est pas lui il écrivait des pièces de théâtre, genre il a commencé à faire de l'humour genre dans la quarantaine, je pense. Ouais, il a commencé tard, fait que c'est normal. Mais lui, mais c'est quand même s'il avait commencé tard, il avait fait 15 ans, 15-20 ans là, d'humour, puis il dit lui-même que ses 5 premières années, c'était épouvantable. 5 premières années, il n'y a eu aucun rire. Toutes les shows qu'il faisait, il n'y avait rien qui se passait. Mais c'est parce qu'il cherchait son style, ce qui est normal. Là. Il n'arrivait pas, genre, puis là, à un moment donné, il s'est mis à gueuler, puis là, il a pogné de quoi, puis là, ça a décollé. Mais c'est normal, ça prend cette recherche-là de qu'est-ce que j'ai à dire. Premièrement, c'est quoi mon style? C'est après ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Mais fait que tu stresses pas, là. Il n'y a pas de. Quand j'entends des histoires comme ça, il y a un côté de moi qui est comme wow, c'est admirable comment ils sont tenaces. Puis il y a un autre côté de moi qui c'est complètement de la folie. Genre. Si tu penses à statistiquement tes chances que ça fonctionne, puis c'est complètement absurde de le faire. Là. Ça finit par marcher pour du monde, puis c'est super le fun, mais ouais, tu sais, quand tu essaies de regarder ça objectivement, genre quelqu'un comme Louis Black de OK, j'ai fait une carrière en écrivant de pièces de théâtre. Là, je vais essayer de faire de l'humour. J'ai 45 ans, ça fait 5 ans que j'ai pas de rire, puis je continue à le faire. C'est complètement débile. Mais tant mieux, tu sais, il est super bon. Mais je pense que c'est une vocation. Ouais. Tu sais, c'est carrément une vocation. Il faut vraiment que t'aimes ça en esti. Ou être un peu dans le déni aussi, puis que tu réalises jamais à quel point t'es mauvais. Ça se peut qu'il y a un peu de ça. Ben, il y a peut-être aussi le fait que tu t'améliores toujours un petit peu, fait que toujours un peu encourageant. T'es comme, crème, OK, ça s'en vient peut-être. Là, je vais peut-être à m'amener être bon. mais écoute, moi, je veux dire, ça fait 13 ans que je fais ça. Si c'était juste dans 2 ans que ça a commencé à marcher mes affaires, parce que c'est à peu près 15 ans que ça prend tout le temps, les Américains, là. Je pense que j'aurais arrêté pour vrai. Mais je comprends, ça aurait été probablement la chose intelligente à faire, mais. Ouais. Je sais pas. Mais quand ça marche, c'est ça. On a l'impression que ça va changer notre vie puis qu'on va être super heureux, ce qui est probablement pas le cas non plus après. Nope. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Non, ça change absolument rien en fait. C'est. Ouais, puis en tout cas, tu sais, moi j'ai un succès comme modéré, là, mais tu sais, j'en connais aussi qui ont eu des énormes succès, puis ils sont comme. Chris, je suis arrivé là. Comment ça, c'est encore vide à l'intérieur, que ça marche plus, puis que. Ouais. Mais moi ça a été étrangement un petit peu un truc qui m'a encouragé quand j'ai commencé à croiser du monde qui avait dans ma tête pas mal de succès. Ouais. Puis je me rendais compte, ils sont pas vraiment plus heureux que moi. Fait que finalement, tu sais, je vais continuer à le faire, mais mon bonheur dépend pas de ça pantoute finalement, parce que même si je l'avais, après quoi je cours, je serais pas plus heureux. T'es capable de dissocier ça, toi? Je suis capable de le faire rationnellement, mais. Moi, je suis pas capable. Rationnellement, je suis capable. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. Mais tu continues à courir après, fait que d'une certaine façon, je l'ai pas réalisé si je continue à le faire. Ouais, non, je comprends. Mais tu sais, comme, mettons, toi, tu sais, un show, tu te plantes, là. Ouais. Mettons, tu te plantes, là, puis la semaine d'après, je veux dire, si t'as pas d'autres shows, je veux dire, jusqu'au prochain show, tu fais pas bien, là. Non, puis je le sens. C'est sur ton estime personnelle aussi. C'est direct là-dessus, c'est direct là-dessus. Mais je trouve que c'est un peu moins pire, ça. Avant quand j'avais un mauvais show, j'étais vraiment down une semaine complète. Là, je peux relativiser, puis ça me déprime moins. Okay. Mais l'envers de ça, c'est que quand j'ai des vraiment bons shows, mon high est moins long aussi. Ouais, mais ça, c'est bon.
C'est tout bon, se ça. normalise. Genre. C'est bon, faut pas que tu fasses trop comme je suis de shit après un show parce que tu peux juste être déçu après. Faut tout tempérer, mais c'est difficile parce que c'est un métier d'adrénaline, de gros hype, de gros lot. Mais c'est un métier qui te rend complètement bipolaire parce que c'est ça que tu vis. J'ai l'impression que même si t'es stable dans ta tête à la base, c'est un contexte de travail qui te rend, qui t'impose des highs et des downs tout le temps. Toi qui as travaillé en santé mentale, justement, est-ce que, ben, tu sais, je sais que t'as jamais pu te rendre à diagnostiquer, là, mais des fois, est-ce que tu as ce réflexe-là en croisant des gens, de dire comme, ah, lui, il est peut-être un. Tu sais, je veux dire, dans le show business, il doit en avoir. Mais tout le monde, que tu dis comme, tout le monde. Tout le monde a des problèmes. Mais il y a quelque chose aussi qui est. Tout le monde est tellement un peu égocentrique que tout le monde a des problèmes, mais tout le monde a un peu tendance des fois à exagérer ses affaires dans le sens où on aime tellement parler de nous qu'on aime ça parler même de nos angoisses ou même de ce qui va pas. Genre. Parler de nous même négativement, on s'en fout, on aime ça parler de nous. Là. Ouais, non, mais c'est clair. Il y a plein de monde qui ont des problèmes, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une trend de. Parmi les humoristes, un petit peu à la mode d'être anxieux. C'est pas du tout une mauvaise chose. C'est vraiment bien que les gens soient super à l'aise de parler de leurs difficultés en santé mentale ou des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que ça valorise ça un petit peu ou. Un petit peu. Ah, ça te met mal à l'aise? C'est dommage. Ça serait dommage que ça minimise ce que les gens qui vivent vraiment énormément d'anxiété vivent. Si tout le monde dit ah ouais, mais moi aussi je suis anxieux, je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est une question que je me suis toujours posée en fait par rapport à l'humour. Là, je me rappelle plus quel journal j'ai donné une entrevue puis je parlais de ça, mais j'étais comme, tu sais, il y a quelque chose dans l'humour où on. Tu sais, il y a des gros problèmes des fois, puis on fait une blague là-dessus, puis les gens vont comme pas si grave que ça finalement, puis t'es comme oui mais non, mais en même temps, tu je veux dire, comment faire une joke tout en gardant la gravité de la patente, je sais pas trop, je sais pas à quel point, en fait, je me pose des questions ces temps-ci, à quel point c'est utile ce qu'on fait. Je me pose les mêmes questions, puis en plus avec l'humour engagé, là, entre guillemets, j'ai l'impression des fois que c'est un moyen de se donner bonne conscience. 100%. Vraiment, parce que tu sais, le public d'humour engagé, gros cliché, ça va être des gens blancs, éduqués, relativement aisés. Oh ouais. Qui ont plein de privilèges, puis qui vont aller, OK, on va rire des travers de la société. Là, on a l'impression d'être moins égoïste, mais on garde tous nos privilèges. C'est un peu, je sais pas. C'est vraiment comme un organisme de charité, j'ai l'impression. On va aller voir un show d'humour engagé. J'ai mis mon argent là, je peux continuer à faire ce que j'ai. Je vais bien dormir ce soir. Je suis au courant de à quel point je suis un asshole. C'était mes crédits carbone. Je suis allé voir ce show-là, c'était mes crédits carbone pour le mot. Ouais, non, t'as raison. Écoute, on le fait pour nous. On le fait pour nous, mais en même temps, bon. Tu sais, il y a quand même. En tout cas, moi, j'essaie de plus en plus de faire des jokes qui sont accessibles à tous, puis que quelqu'un qui est vraiment pas d'accord avec moi puisse comprendre ça. Il passe à un point. C'est un souci que t'as, toi? Parce que tu parles beaucoup, t'as parlé dans tes numbers aussi de le clivage entre les régions puis Montréal puis tout ça. Toi, quand tu vas à l'extérieur, c'est quoi ton approche? Est-ce que tu essaies d'adapter tes trucs ou Un peu, je change mes pacings d'affaires. J'ai des trucs que je sais qui sont plus large public, qui marchent bien partout. Ouais. Mais j'adapte pas. J'ai pas du matériel exclusivement de région. Je fais mes mêmes affaires. Ouais. Il y a des places où ça marche super bien. Puis il y a des places où c'est plus rough. Ouais. Définitivement. Mais c'est vrai qu'il y aurait une certaine condescendance à faire comme bon, voici la version région pour vous. Oui, mais eux, ils sentent. Tu sais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que des fois, il y a du monde qui sont là, check le gars de Montréal qui vient nous dire comment les affaires. Mais en même temps, ça, c'est justement la façon pas condescendante de le faire, je fais mon même matériel partout. Ouais. Si je faisais du matériel de région, ils s'en rendraient pas compte, mais ça serait super condescendant, justement. Ouais, ils sauraient pas. C'est ça, ils s'en rendraient pas compte. De ton point de vue, ça serait. Oui, ça serait super condescendant. C'est comme, vous êtes pas capable de catcher, ce qui est n'importe quoi, ce qui est vraiment pas vrai. Là. Ouais. Ouais, mais c'est ça, il y a toujours ce dilemme-là au Québec quand même, tu sais, comme on peut intellectualiser ça, tout ça, mais dans la réalité, c'est quand même, il y a quand même ça, là. Il y a quand même un clivage, là, ça dépend des régions, là, mais il y a des endroits où tu vas, t'es comme, OK, alright. mais j'ai l'impression que ça dépend aussi s'il y a des... Là, ça va peut-être sonner un peu snob, mais les villes universitaires, même s'ils sont loin, c'est super le fun. Non, mais c'est pas nécessairement parce que c'est des étudiants. Je pense qu'il y a une vibe différente dans les villes universitaires. Genre, tu sais, Rimouski, c'est super loin, mais c'est tellement le fun. Puis, je sais pas. Moi, je sens ça
c'est pas une affaire de région, c'est une affaire de petits villages ou de... Ouais, c'est quand même, c'est très délicat de parler de ça. C'est très tabou aussi, mais tu sais, c'est quand même une réalité. Tu sais, je sais pas si t'avais vu passer l'article. Il y a un article qui parlait qu'en Beauce, ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Puis, tu sais, ils voulaient amener des immigrants. Puis, non, on n'en veut pas de ça. On aime mieux avoir une que nos pénurie fast-foods sont ouverts 4 heures par jour plutôt que des... C'est fucké, ça, quand même. Là, c'est comme, là, en tant que bon progressiste qui veut pas avoir l'air condescendant, faut pas que tu utilises les mots xénophobes, puis faut que tu essaies de comprendre, puis tout ça. Puis c'est comme, hey, je pense que là, on peut l'utiliser, là, rendu là. Puis, tu sais... Je veux dire, ça fait pas en sorte que tu généralises là, toute la Beauce au complet, pis ça, mais comme, il y a des problèmes, des fois, qu'on peut-tu adresser, tu sais. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est tout le temps délicat aussi d'essayer d'adresser des problèmes quand t'es pas dans le bain. C'est des affaires que tu connais pas tant que ça. Ce qui est tout le temps super délicat quand tu fais de l'humour engagé en tant qu'homme blanc. Moi, je finis par parler plein de sujets qui me concernent pas. En fait. Ouais, que tu connais rien là-dedans. Ben, exactement. J'ai lu des articles, gang. J'essaie de les mettre en lien avec moi, ma perception par rapport à ça, de le grounder sur moi, mais oui, je finis par parler tout le temps d'affaires qui me concernent pas directement. Mais qui m'intéressent quand même beaucoup. Ouais, c'est le défaut de ce genre d'humour-là. Ouais. Mais revenons-en quand on parlait de comment tu te dissocies de tes mauvais shows. Parce que toi, t'es un gars qui fait de l'humour d'opinion. Là. C'est très collé sur toi, c'est ce que tu penses. Puis en tout cas, moi, de ce que j'ai remarqué, quand tu fais ça puis que ça fonctionne pas, c'est difficile de le dissocier de soi. Parce que je veux dire, moi, je veux dire, quand ça marche pas, c'est comme si on rejetait toute ma manière de penser, tout mon être au complet. Puis je suis comme fuck! Tandis que quand t'as des liners, là, comme on parlait tantôt, c'est comme vous avez pas aimé mon liner. Pas grave, c'est une blague de shampoing, on s'en fout, on va J'en ai d'autres, là, puis OK, vous les avez toutes pas aimées, pas grave, tu sais, ça vient pas t'atteindre personnellement, mais c'est sûr que... Mais moi, je le vis pas... Non? Ben, j'ai énormément d'angoisse quand j'ai un show qui va pas par rapport à mon talent ou est-ce que je m'acharne pour rien ou des trucs comme ça. Ouais. Mais je remets pas en question toute ma façon de penser. Ça me dérange moins. Là. Je suis vraiment à l'aise de... je serais vraiment à l'aise qu'il y ait 80 personnes pas pantoute d'accord avec moi. Ça me dérange pas. Ce qui me fait plus peur, c'est est-ce qu'un jour je vais être capable d'aller chercher ces personnes-là parce que j'ai besoin d'aller les chercher si je veux vraiment être humoriste de métier. T'sais. Mais c'est parce qu'on veut tous être aimés aussi, tu sais. C'est quand même ça. Là, on a, en tout cas, je sais pas pour toi, là, je vais pas parler pour toi, mais on a tous un peu ça à l'intérieur de nous. On a un désir d'être aimé, d'être accepté, d'être validé. Là. Oui. Fait que quand ils sont comme non, toi, non. Puis non seulement non à tes jokes, non à toi, ta manière de voir les choses. Ouais. C'est rough quand même, là. C'est rough, mais ouais, encore là, c'est plus... Ouais. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas que les gens m'aiment pas. Bon. Ça me dérange moins, pour vrai. Garde ça. Ouais, mais il y a un défaut là-dedans de... Je suis vraiment pas quelqu'un qui est bon dans la séduction en général, genre. Ouais. J'essaye pas tant que ça de plaire au monde. Puis je pense que ça se sent sur scène. Puis il y a des gens qui se... Ben comment ça, ils essayent pas... un peu, comment ça, ils essayent pas de me cruiser en ce moment, genre? C'est ça, t'es tout le temps supposé être en train un peu de cruiser le public. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler, d'essayer encore plus de flirter avec le public. Ouais. C'est une grosse game de séduction, mais... Ouais, il y a plein de mécanismes pour ça. C'est ça qui est drôle, c'est que les gens ils réalisent pas que c'est des mécanismes, mais tu sais, comme quand tu sens que les gens t'aiment pas nécessairement, tu rentres dans le crowd work, là, tu leur fais un petit peu des petites jokes sur la place, puis là, ils sont comme « Ah! » on te suit, là. Il vient d'acknowledge qu'il est ici, tu sais, puis là, il est le fun, dans le fond, puis tout ça, mais ouais, c'est tough, là, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça tough, là, quand c'est basé sur tes opinions, d'après ça. Tu sais, les gens savent déjà un peu t'es quoi. Fait que ça arrive-tu tant que ça que tu sens genre que t'as un refus en bloc? Ouais, ça arrive tout le temps. Même pas ouais, ça arrive tout le temps. Puis tu sais, je veux dire, en fait, le désavantage d'être un peu plus connu, c'est que, tu sais, des fois, il arrive déjà avec ça. Tu sais, toi, mettons, t'arrives sur scène, ils sont comme, ah, OK, un petit peu, ah, ouais, non, il a l'air détaché, là, je suis pas trop sûr. Mais là, moi, genre, j'ai 1000 pieds sur scène, ils sont comme, lui, le tabarnak. Je le connais puis je l'aime pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, faut que tu travailles. Ah ouais, t'as-tu vraiment l'impression? Ça, c'est super intéressant parce que moi, j'entendais tout le temps l'affaire de quand t'es un petit peu connu, t'as tout le temps une espèce de genre 8 minutes bonbon donné au début, puis comme les gens sont avec toi, toi t'as l'impression que c'est un handicap, là. Ben, je veux dire, pour moi, là, tu sais, je veux dire, on parle pas de Louis-José Hood en ce moment, on parle de quelqu'un qui a polarisé, puis tout ça, fait que c'est sûr que moi, j'arrive avec un bagage, là, tu sais, ils ont une idée préconçue, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'informe dans le Journal de Montréal, il m'aime pas, là, quand j'arrive sur scène, fait que, tu sais, là, faut quand même que je joue une game avec lui de... En fait, ce que j'ai réalisé, là,
Puis, je veux dire, c'est quelque chose que tu peux intégrer à tes affaires, là, whatever, mais c'est juste de le dire, de nommer les choses. Si tu sens que tu penses que les gens ils trouvent que t'es détaché, tu fais des jokes là-dessus, puis ils sont comme, il le sait, c'est bon, je l'aime. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est nice, puis quand même puissant en humour de... plus tu nommes les affaires, moins il y a de non-dits, plus c'est efficace. C'est quand même cool, ça. Ouais, mais je pense, tu sais, on le dit pas assez, là, mais j'ai l'impression que l'humour, c'est une affaire de confiance, de complicité. C'est un pacte là, de confiance que tu fais avec le public. Ouais. Puis j'ai l'impression que de plus en plus, on dirait qu'on veut refuser ça, là, comme le gros chiolage sur la liberté d'expression, puis tout ça. C'est comme, il y a du monde qui était fâché, des jokes que j'ai fait. C'est comme, ben oui, mais c'est normal. Je veux dire, ils te faisaient pas confiance. Ouais. Sans le nommer, mais mettons Guy Nantel, là, je l'ai nommé. Il n'y a pas de montage. Probablement pas pour la première fois, d'ailleurs. Non, je le vois. Mais tu sais, c'est par rapport à toute son affaire de Alice Paquette et tout ça. Tu sais, j'imagine que son public, lui, il fait confiance là-dedans, mais il y a des gens qui font pas confiance là-dessus. Tu sais, il y a des gens qui font pas confiance à faire des jokes là-dessus. Puis c'est beaucoup comme... On n'est pas... C'est pas clair ton opinion par rapport au féminisme. C'est quoi que t'essayes de dire, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, lui, sa défense, c'est comme, j'ai pas à vous le dire, pigez là-dedans, puis faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je donnerai pas mes vraies opinions. Fait que c'est comme... Là, tu t'exposes dans ce temps-là à ça, tu sais. Mais c'est correct en même temps, mais ouais, je pense. Ouais, mais d'une affaire de. Si les gens connaissent un peu plus tes idées, ils vont être prêts à aller plus loin dans des zones grises avec toi parce qu'ils te font confiance de où est-ce que tu veux en venir après. Ouais. Exactement. C'est un très bon point, ouais. Tu sais, je pense que, mettons, Mike Ward, c'est beaucoup sa force. Il y a une grande complicité avec le public. Ouais. Les gens sont prêts à le suivre. On le voit le clin d'œil de OK, il est allé vraiment trop loin pour nous faire plaisir. Puis, c'est too much volontairement. Tandis qu'il il se met en danger pour nous. Il se met tellement en danger. Il se met en danger pour nous. Puis ça. Mais ouais, on dirait qu'on oublie souvent ça. Que c'est un pacte de confiance, là, carrément. T'sais, j'ai lu beaucoup de livres sur les clowns historiquement. Puis, les clowns dans des tribus autochtones, mettons, plus le sud des États-Unis, tout ça. Puis aussi, je pense qu'à l'époque médiévale aussi, il y avait ça. Ils faisaient un cercle autour d'eux autres. C'est comme autour du spectacle, comme du spectacle de clown. Puis si tu rentres dans le cercle, t'acceptes tout. 100% tout. Mais si tu veux pas accepter, rentre pas dans le cercle. Mais si tu rentres, mais tu sais, eux autres, c'était too much. Là, c'était scato, ça se pissait dessus. C'était jouer avec tous les tabous pour comme évacuer tout. Exactement. T'sais, on fessait sur le vieux, puis on pitchait les enfants dans la rivière, puis le chef, le classique, on y baisse les culottes, puis tout ça. Fait que si tu rentres dans le cercle, t'acceptes ça, mais sinon, on reste dehors du cercle. Mais tu sais, on dirait que c'est ça, je pense qu'on est à une époque où tout est brouillé. Tu peux pas le créer, ton cercle, parce que, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux... Ouais, le cercle est rendu un peu partout, en fait, Ouais. Je pense que c'est ça le problème, en fait. J'ai l'impression qu'on peut plus délimiter vraiment le terrain de jeu. Puis tu trouves-tu, toi, tu sais, moi j'ai commencé à faire de l'humour récemment, fait que j'ai pas vu l'espèce de switch de on peut plus rien dire. Les affaires qu'on peut plus dire maintenant, j'ai l'impression qu'on pouvait déjà pas les dire il y a 3 ans tant que ça, mais toi, as-tu vraiment l'impression que ta job est plus compliquée? T'as-tu vraiment vu un gros switch ou... Si c'est plus compliqué, non. Okay. Non, je trouve que c'est pas plus compliqué. Je vois plus de chialage, plus de victimisation, plus de... Mais tu sais, ce que je comprends de la part des humoristes ou de la part du public? De la part des humoristes, ouais. Mais tu sais, je veux dire... C'est pas... Je le comprends aussi en même temps, parce que, tu sais, il est arrivé l'affaire avec Mike Ward, là, quand t'es en justice, là, on parle de d'autres choses. Là, c'est comme... C'est différent, puis je pense que ça a beaucoup échaudé les humoristes, là, tu sais. Mais en même temps, on dirait que... On dirait qu'on accepte... Je pense que c'est peut-être... Ça revient aux réseaux sociaux. On n'est pas encore à l'aise avec ça. Cette espèce de démocratie-là, là, de quelqu'un qui peut venir te cracher d'en face à n'importe quel moment de la journée. On est comme « Hey! J'ai bien le droit de faire ces jokes-là! » C'est comme « Ben oui, mais c'est plus tough qu'avant, tu sais. Je pense faire ces jokes-là. Mais en fait, c'est plus tough qu'avant dans le sens que c'est plus tough émotivement pour toi. Parce que t'as un backlash. Parce que les gens qui sont pas d'accord vont te le dire. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais dommage avec tout ça, c'est que... De toute façon, les affaires qu'on peut plus dire, c'était toutes des clichés de toute façon qui étaient réutilisés. Au-delà de ces sexistes ou whatever, c'était juste tellement utilisé que j'ai l'impression que c'est probablement très bon pour le milieu qu'on puisse plus les dire, ces affaires-là. Ça pousse à aller ailleurs, tu sais. Puis de plus aller puncher sur exactement le même cliché que le public s'y attend. De toute façon, il rit parce qu'il savait que ça allait venir, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un plus de... Je sais pas, t'es obligé d'aller ailleurs.
on peut plus dire les clichés, esti. C'est vraiment on peut ça. même plus dire on les... peut plus avoir les raccourcis faciles qu'on avait avant. Je sais pas. Mais ouais, t'as raison. Il y a beaucoup de ça. Mais toi, t'arrives à un moment particulier quand même. Là. Toi, t'arrives à un moment où l'Empire Juste pour Rire s'est effondré. Bon, ils se reconstruisent en ce moment, mais t'es arrivé à un moment... Tu t'arrives à un moment où c'était comme plus... Ça passait par l'Internet plus qu'autre chose, là, par les phénomènes viraux un peu plus. Ouais, mais que je suivais pas tant que ça, par exemple. Non plus, OK. Non. Mais ouais, mais ce que je trouve le fun aussi, c'est que j'arrive à un moment où il y a plein de monde qui commence à s'autoproduire dans des places plus petites, puis des affaires comme ça. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, je parle vraiment à travers mon chapeau parce que je connais pas... Mais j'ai l'impression que le modèle change de plus d'affaires plus petites, plus de variété pour un plus petit public. Puis c'est vraiment le fun, puis ça fit avec ce que je fais de toute façon. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool de... Ouais, ça change beaucoup. Mais toi, t'avais-tu ça quand t'as commencé? Genre, faire un gala juste pour rire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment ça chez ceux qui commencent, mais peut-être que je me trompe. Je l'ai pas... Ben... Non, mais je pense que je l'ai développé un peu plus tard. Je le sens, là, tu sais, j'aimerais ça. Okay. T'as encore ça, OK. J'ai encore ça, mais je sais que c'est pas la seule avenue possible, puis c'est super encourageant. Ça changera rien pendant tout, en fait. Il y a beaucoup de monde qui dit ça, il y a plein de monde qui dit ça. En fait, c'est juste le sentiment de... Good job, t'sais. C'est juste, finalement, c'est comme une espèce de bonbon de on reconnaît ton travail. Ouais. Je comprends. Puis, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de ça, puis il va en avoir de moins en moins, en fait, là, de l'espèce d'approbation du milieu. T'as raison. Ouais, les gens vont être obligés de le faire par eux-mêmes, puis le public va les suivre, puis ça sera plus l'industrie qui décide, ça va être le public directement. Ouais. Mais ça on a vraiment une période charnière particulière. Puis aussi le fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était le début de Facebook un peu, mais il n'y avait pas d'algorithme, rien. Tu étais direct sur le public. Là, il y a ça, par exemple. Tu sais, comme l'espèce d'âge d'or des vidéos viraux. Puis on dirait que c'est terminé depuis un an, là. Comment t'arrives à atteindre ton public, toi? C'est comme... Ça doit être rough, là, quand tu commences... Ouais, mais mon public... C'est ça, je réussis à rejoindre mon public qui est probablement super restreint. Mais j'ai pas vu tant le... Non, j'ai pas vu la différence tant que ça. J'étais pas présent vraiment sur les réseaux sociaux avant il y a 2 ans. OK. Fait que j'ai pas vu l'espèce de changement de l'algorithme. Que moi, j'en entends parler puis ça me fait tout le temps un peu sourire. Ouais. Oh non, mais c'est la faute de l'algorithme. Ouais, mon vidéo, il a pas pogné, mais c'est la faute de l'algorithme. C'est sûrement un peu vrai, mais j'ai l'impression que des fois, il y a un peu une espèce de... C'est quand même assez vrai, je te dirais, le niveau. Là, on le voit là, sur des... On le voit les chiffres là, comme... direct là, puis c'est comme ça, en fait c'est le classique là. C'est comme paye, puis là on va l'envoyer à tes gens, puis si tu payes pas, tu vas être puni pour ça, puis t'es comme tabarnak, ok. Puis l'affaire aussi, c'est que quand t'as commencé à payer, là faut que tu payes de plus en plus si tu veux. C'est ça, il s'en rappelle, genre, puis ton reach est de plus en plus petit. Aussitôt que t'as payé de la merde là. Ah ouais, okay. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment bien pensé, mais vraiment... Le capitalisme, c'est bien pensé, cette affaire. Ça fonctionne bien, cette affaire-là. Qui a pensé à ça? Dommage qu'on n'y gagne pas grand-chose, mais ouais. Mais toi, quand est-ce que tu as commencé à être un peu plus conscientisé, pas seulement dans ton humour, mais comme dans ta personne, as-tu une première lecture qui t'a fait allumer sur les enjeux sociaux, ou t'as toujours eu ça en toi? Je le sais pas vraiment. J'ai l'impression que j'ai toujours eu ça en moi. OK. Puis moi, je suis allé en psycho, ma soeur est infirmière, les deux, on était un peu en relation d'aide. J'ai l'impression que c'est comme des valeurs de notre famille qu'on avait intégrées vite. Mais tu sais, mon quotidien est pas tout le temps là-dedans non plus. Non, je comprends. Souvent, si j'ai pas de number à écrire sur une affaire ou de chronique à écrire sur quelque chose, ou des fois, j'essaie de décrocher puis je suis même plus les nouvelles. Ou tu fais juste vivre. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment du bien. C'est pas tout le temps comme dans la rue. Non, c'est ça. Non. Je suis pas, tu sais, c'est ça. J'ai un humour engagé, mais je suis pas super activiste dans mon quotidien en dehors de ce que je fais sur scène. Franchement. Ça m'intéresse, mais ouais, c'est ça. Okay. Pas toute ma vie tourne autour de ça. Moi, fait que t'es pas le classique, là, genre j'ai lu Chomsky, puis là ça j'ai allumé, puis depuis j'étais dans toutes les manifs, non. Non, ok, t'as pas une lecture là, qui a changé, qui a bouleversé ta vie, fait que c'est juste par expérience, rencontre et tout ça. Mais j'ai l'impression, moi, je vois pas tant de situations où il y a des épiphanies qui changent la vie de quelqu'un vraiment. Non. Toi, as-tu vécu ça, là? Ah, moi, oui. Une affaire de... Ah, moi, c'est cliché de même, là. Okay, c'est genre, quoi? J'ai lu Chomsky, puis... c'est vraiment ça, c'est... mais cliché à l'os, de gauche, ridicule, genre, comprendre le pouvoir de Chomsky, c'est toujours ce livre-là, en plus, là. Ce qui est un bon livre, là, je veux dire, c'est très clair et, ça allume un jeune...
enragé comme je l'étais. Mais c'est fou comment c'est puissant si ça a vraiment fait ça, puis ça a changé ta perspective de plein d'affaires. Puis ça t'a forcé à aller chercher d'autres lectures, puis à créer d'autres c'est trucs. que, tu sais, quand tu connais pas grand-chose, quand tu te tiens au courant dans les médias plus mainstream, puis tout ça, puis on te dit des affaires, puis là, t'es comme, il me semble qu'il me manque des bouts, il me semble que ça marche pas avec mon quotidien. Il y a un petit quelque chose qui cloche, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. T'as aucune clé, puis là, tu lis ça, puis là, t'es comme, OK, on me cache des choses, puis le monde est violent, puis, tu sais, ouais, les contrats en Amérique latine, t'es pas au courant. Fait que là, tu te mets au courant de tout ça, puis t'es comme, holy shit, OK, il y a plus. Il y a plein de layers. Il y a plein de layers de plus. Puis après ça, tu vas en savoir plus. T'es comme, y a-tu autre chose que je sais pas de même? C'est quoi qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui peut me parler? Puis tu réalises, c'est ça, tu réalises que tu te fais mentir, puis tout ça, puis bon, tout le monde est différent, là. J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui sont juste comme. Qui lisent ça, puis sont comme juste découragés, comme. Ouais, je veux pas en plus savoir rien plus. savoir, puis qui se retirent de ça le plus possible, puis qui prennent leur distance, genre. Il y a beaucoup de ça. Tu sens tout ça avec ton humour, tu sais, de. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un humour qui est quand même confrontant. Tu t'amènes des sujets chez les gens, tu leur amènes des fois des perspectives qu'ils n'avaient pas vues. Tu sens-tu des gens, des fois, qui sont comme, hey, je voulais pas l'entendre, celle-là. Là, moi, je travaille fort toute la semaine, là. Définitivement. Puis des fois, je me sens même un petit peu mal. Ouais, c'est ça, je me demande. Ouais, ben, tu sais, parce que je comprends qu'il y a du monde qui veulent être vraiment divertis. Ils sont là, OK, on va rire. Je m'excuse, madame, c'est pas ça que je veux. Mais ouais. Mais ouais, puis mais je le ferais pas bien de toute façon. Je peux pas tant faire d'autres choses parce que je serais pas un bon humoriste si j'étais un humoriste juste sur le divertissement, tu sais. Ouais. Qui est pas c'est bien correct, puis Ouais. tant mieux s'il y en a qui le font super bien, mais moi ça marcherait pas bien pour moi. Fait que j'ai l'impression que je peux pas tant faire d'autres choses. Moi je me rends intéressant sur scène en ayant un angle particulier puis des propos particuliers. Ouais. Mais oui, des fois, j'arrive dans un show, puis je m'excuse, ça va être lourd au public, mais ça va être ça. C'est ça que tu le nommes-tu ou tu le pas penses tant que ça, intérieurement? je le pense intérieurement. Mais c'est surtout les shows que il y a plusieurs personnes, c'est plus c'est un show varié. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Faut que tu ratisses le plus large possible, techniquement. Ou... Ouais, c'est qu'on se sent mal dans ce temps-là. Tu sais, parce que souvent, en tout cas, moi, dans ce temps-là, je développe une certaine arrogance, puis là, j'essaie de faire passer mes trucs pareil, mais tu sais, est-ce que je les comprends? Tu sais, comme, ben là, c'est pas ça du tout qu'on voulait voir. Nous autres, on adore Jean-Michel Anctil, puis chose, je sais pas qui, là. Puis c'est comme, ben, c'est pas ça de l'humour pour nous. Puis t'es comme, ouais, je comprends, mais tu sais, je m'excuse. Ouais. Ça va être long, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va le faire pareil. Mais, Mais la pire fois que j'ai senti ça, j'avais été booké pour faire un show en prison. Oh, shit! Puis la prison? dame qui nous avait c'était à Sherbrooke. Je me rappelle pas du nom de la place, mais c'était à Sherbrooke. Puis celle qui nous avait booké avait dit, hey, on a eu les shows l'année passée. On s'est rendu compte qu'ils aiment vraiment ça quand notre public embarque plus quand c'est des. Faut pas que ça soit trop longtemps sur un même sujet. Le taux d'attention est pas super long. Puis là, je me sentais vraiment mal parce que je me disais, en plus, je sais pas à quelle fréquence ils ont du divertissement. Je suis peut-être pas la meilleure. Je suis pas l'humoriste qui va fitter le mieux là. Ah ouais. Puis en plus, je suis en train de leur voler leur moment de divertissement de la semaine pour moi aller faire un petit chèque de whatever. Ça, je me sentais vraiment mal. Okay. Finalement, je l'ai fait pareil. Le show était vraiment très moyen, mais tout le monde était super reconnaissant après. Hey, merci d'être venu nous voir. T'étais tout seul? J'étais avec quelqu'un d'autre. On était deux. OK. Puis c'est ça, le show. Moi, j'avais l'impression qu'il se faisait chier horriblement. Mais après ça, les gens étaient super contents. Mais j'ai l'impression que ils sont contents d'avoir quelque chose qui se passe. Fait que les prisonniers seraient pas des ricaneux. C'est assez surprenant, ça. En fait, le gros gag du show, c'est un des humoristes, un des prisonniers qui l'a juste éclé, puis tout le monde a éclaté de rire. C'est sûr. Ça, c'était vraiment fort, puis après ça, c'était pas mal mollo. T'étais avec qui tu faisais le show? J'étais avec David Faux, qui est un gars qui a gradué de l'école. Je le vois plus tant que ça depuis un bout, mais il est gradué de l'école l'année avant moi. Puis il fait un style plus dans le divertissement? Ou il était un peu plus large public, mais c'était rough pour lui aussi. Mais c'est drôle, en même temps, j'aurais pensé que ça serait plus, mettons, des jokes de tu sais, comme plus d'observation, là, qui auraient pu planter. Parce que je veux dire, hey, vous remarqué quand tu vas à l'épicerie? On y va plus à l'épicerie, mon tabarnak, quoi. Ça fait 10 ans que je suis pas sorti dehors de... je pense que c'est une tough crowd, peu importe ce que t'amènes. Mais c'est ça, là, j'avais vraiment la culpabilité de...
Ouais, je leur enlève-tu leur moment de divertissement en allant, moi, faire mon humour qui est zéro divertissant. Ouais, je comprends. Mais ouais, ok, tu me remets ça en perspective parce que Mobilo, on avait pensé à ça, peut-être aller faire des shows en prison, puis tout ça, mais c'est difficile, c'est pas... Ben, peut-être que ça serait super le fun, mais ouais, moi, je sentais pas que je leur donnais la meilleure affaire qu'ils pourraient avoir à ce moment-là. Ok. J'ai déjà vu c'est un vieil humoriste, je sais pas si tu connais, il s'appelle Paul Rodriguez. C'est comme une légende d'humour Amérique latine. Là. Okay. Puis il avait tapé un special en prison. À la Johnny Cash, genre. Ouais, version humour. Mais tu sais, lui, il est très connecté sur tout ce qui est gangsta latino puis tout ça. Ça marchait tellement fort. Ben oui, ça devait être vraiment c'est un show en prison, c'est extraordinaire. Mais ouais, il y avait tous les référents, j'imagine. Ouais, mais je pense que oui, c'est du monde qui veulent crissement avoir du fun parce qu'ils ont pas tant de divertissement que ça. Fait que si tu vas dans leur corde, j'ai l'impression que oui, ça doit exploser. Ouais, j'imagine. T'as-tu écouté l'émission Les Souverains non. Tu connais pas ça? Je sais même pas c'est quoi. C'est la prison de Bordeaux, je pense, qui font une émission où qui invitent des gens puis des prisonniers. À l'interne. J'ai vu un truc où ils ont reçu Alain Deneau. Ils ont reçu Alain Deneau, ils ont reçu Serge Bouchard. Ouais, c'est très particulier. C'est vraiment bizarre, puis il y a Alain Deneau qui dansait en se rendant à sa chaise. Je pensais pas voir ça. Ouais, parce que je vois c'est quoi, ok. Ils leur font toujours aux invités comme un espèce de petit cadeau, genre hey, j'ai écrit un slam pour toi, puis là t'es comme bon ben il a fait ça, c'est quand même bon, puis mais merci, puis après ça comme chacun peut poser des questions. Mais c'est vraiment intéressant pour vrai, là, comme aller checker ça. Je pense que j'en avais parlé aussi avec Phil Brack, mais c'est sur YouTube. Ils ont des meilleures questions que tous les journalistes. Non, ça doit être vraiment, vraiment intéressant, je suis sûr que oui. C'est son street smart, puis il voit les crosses quand même. Là. Bon, je veux dire, sont pas irréprochables, là, mais je te dirais que autant Serge Bouchard, ils ont reçu Normand Baillargeon aussi, ils ont reçu Alain Deneau, puis ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. C'est vraiment un angle. C'est vraiment. Ça devient un talk show, mais avec du monde qui ont un angle complètement différent sur tout. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Avec des invités différents, mais des gens qui posent des questions complètement différentes aussi. Ouais, puis c'est ça, des gens d'un background complètement différent. Là. On n'est pas à bonsoir. Ouais, non, c'est clair que non, là. Il n'y a pas, hey, alors, veux-tu un petit cocktail? On va pas essayer de faire ça léger. Ouais. Mais toi, comment t'anticipes ça, le showbiz? Parce que là, tu vas rentrer là-dedans. Là, c'est une bête assez particulière. Puis t'es très... dans ton humour, je t'ai entendu faire des chroniques, tu es très critique de ça. Là, puis, mais tu sais, comme, est-ce que t'anticipes ça d'une manière négative ou positive? Parce qu'il va falloir que t'en fasses les affaires plus... qui te ressemblent pas, là, tu sais. Rentrer dans la machine. Je le sais pas. Je pense que je sais pas à quoi m'attendre tant que ça. Puis je sais pas à quel point la machine va vouloir de moi tant que ça non plus. Ça finit par arriver. Ça, mais tu sais, Mais je le sais pas. Je suis quand même ouvert à faire des affaires différentes. C'est déjà arrivé que j'ai eu des commandes pour des trucs que c'est des affaires sur lesquelles j'aurais zéro écrit, mais que j'ai quand même eu du fun à le faire. Genre quoi, des corpos, mettons? Ou Non, genre une chronique à un moment donné, on dira ce qu'on voudra. C'était vraiment... Je sais pas pourquoi il était venu me voir pour ça, mais une affaire sur les gens qui regardent les films des autres dans l'avion. OK. Fouille-moi pourquoi, c'est comme... Mais j'ai quand même eu du fun à écrire des gags pour ça. C'était une commande? C'était spécifique, ça, de « Hey, on a eu un article là-dessus, on trouve que c'est intéressant. Tu veux-tu venir faire une chronique là-dessus? » Ah ouais, c'était quoi l'article? Qu'est-ce que ça disait? C'est donc weird comme angle. Ouais, c'était vraiment weird comment. Mais l'article était quand même intéressant. C'était une critique de cinéma qui avait réussi à faire un espèce de résumé des films de l'année à travers comment j'y vois quand quelqu'un d'autre les regarde, genre. OK. Puis moi, je l'avais un peu amené ailleurs, mais ça, je trouve ça le fun comme exercice de style, de me forcer à sortir de mes affaires. Ouais, mais l'angle est mince, là, c'est réduit, là, cette affaire. C'est très, très précis. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai l'impression que je serais pas nécessairement fermé. Ouais. Mais j'ai l'impression que je sais pas tant à quoi m'attendre non plus. Ouais, c'est une drôle de bête. Toi, t'as l'air de tenir loin un peu. Non, ben, je veux dire, moi, je l'ai fait. Moi, on m'invite, je vais toujours au truc et tout ça, mais c'est quand même quelque chose qui est particulier. C'est que, à un moment donné, tu réalises que on t'invite, t'es comme, hey, on t'a vu à telle affaire, on aime beaucoup ça, ce que tu fais, fait que peux-tu venir à notre truc, puis aide-toi, sois toi, puis là, t'arrives là, puis t'es comme, ah non, c'est pas moi qui voulais. Ils savent même pas je suis qui, en fait. Ils ont pas vraiment checké, tu sais, puis ils sont comme, pourrais-tu rentrer dans cette boîte-là, finalement, ça nous aiderait beaucoup, puis t'es comme, ah, fuck. Puis là, tu réalises qu'il faut que tu te trouves un peu, quasiment une personnalité alternative, là, la personnalité showbiz. Juste pour pas que ça soit les dents blanches un peu, minutes, Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment bizarre quand même. Je suis tellement pas bon pour faker des affaires.
Puis je suis tellement pas bon. Juste, si quelqu'un me dit essaye d'avoir l'air naturel en ce moment, je vais être zéro naturel. Fait que je pense que ça serait horriblement awkward. Mais tu l'as vécu un peu, t'as fait des chroniques pour Gravel que j'ai faites aussi. Ouais. C'est comme, tu rentres dans un milieu qui est pas le tien, puis qui est pas favorable nécessairement aux chroniques d'humour, là, sans Qui est rien pas enlever. favorable à l'humour, mais ouais. Sans rien enlever à l'équipe, sont super, puis tout ça, puis tu sais, moi, je l'aime, Alain, là, profondément, même si on se cache pas tant que ça. Je trouve vraiment que c'est un bon monsieur, mais c'est comme, c'est weird, là. Faut que tu t'adaptes, là. Ben, mais toi, tu t'adaptais quand même tant que ça, parce que ce qui était fou avec cette commande-là, c'est que c'était rough à livrer, mais c'était complètement libre. Ouais. Pour moi, c'était 100% carte blanche. Là. J'envoyais un texte, mais il checkait juste pour des trucs légaux de on se ferait-tu poursuivre pour ça. Mais je faisais vraiment qu'est-ce que je voulais faire 100%. C'est juste c'était rough à livrer parce que c'est un contexte qui se prête pas tant que ça à l'humour. Mais ça, je sentais zéro que je m'adaptais. Au contraire. Ah ouais, ok. Ah, vraiment pas. Les moments où j'ai eu à m'adapter, c'est quand j'ai appris un peu à comprendre la dynamique, puis j'essayais de niaiser un peu plus avec Alain au début, des choses comme ça. Mais sinon, dans mon propos puis dans ce que je disais, ça, je sentais pas du tout que j'aurais été super à l'aise de le faire sur scène dans genre une soirée que j'avais. Ouais. Moi, Vraiment. j'ai des petits problèmes quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai Ok. des moments, ça comme, ça, tu peux-tu enlever ça, on est moins à l'aise. Mais, ceci dit, pour être bien fair, à chaque fois, je l'enlevais pas. Puis j'ai jamais eu de t'as problème. jamais eu de problème, ok. Jamais eu de problème. Tu sais, d'ailleurs, Comme à chaque fois ou. pas à chaque fois, Ok. mais souvent, quand même souvent. Tu sais, puis c'était plus comme. Tu sais, des fois, c'était juste comme, ça, un sac, on aime mieux pas, ou ça, c'est un peu négatif, c'est un peu too much, ou, mais tu sais, si tu veux le faire, fais-le. Mais tu sais, Ok, pour ouais. la petite histoire, l'affaire de Martin Matt, il m'avait dit de l'enlever. Il m'avait dit, hey, enlève ça, on n'est pas sûr de ça. Puis j'étais comme, ouais, ok, mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'avais Mais un en gag. plus, c'était le gros de ta chronique, c'était autour de ça, t'aurais pas pu faire. Non, c'était pas. Non, la chronique au complet n'était pas là-dessus. Il y avait un bon chunk là-dedans. Ok, ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme plus tard, je traitais Peter McLeod de raciste, là, tu sais, carrément. Puis genre, c'était too much, puis c'est ça la joke. Mais ça, on me dit pas de l'enlever. C'est très bizarre. Là, tu réalises, ok, il y a une hiérarchie dans le show business. C'est comme, hey, lui Lui est un petit peu un on veut intouchable. qu'il revienne. Tu sais, Ouais. Peter, il vient pas anyway. Fait que tu pourrais-tu juste enlever lui, on le veut en entrevue. Ah oui, moi je sentais pas du tout ça. Moi c'était vraiment une affaire. La seule fois c'était. Ils m'ont demandé d'enlever le nom d'une entreprise qui était une garderie qu'on s'en foutait. C'était juste Ok. pour l'exemple parce qu'il y avait peur. C'était vraiment un truc légal de on a Ok, peur ok. d'avoir des poursuites. Ouais. Mais côté propos, je l'ai pas senti. Peut-être que j'allais juste moins loin aussi, ça se peut, mais. Non, ouais, écoute, Mais j'ai je me j'ai vu sentais tes libre. chroniques. mais tu sais, genre, je veux pas trop critiquer parce que au final, on était libre. Tu sais, moi, j'avais plus des petits. C'est comme, tu sais, on serait Ouais. plus à l'aise que, puis finalement, tu changes rien, puis ils sont comme, non, ben, écoute, C'était live, on peut rien faire trop tard. Exactement. Fait que j'ai jamais vraiment eu de problème. Contrairement à ton Fred Dubé, là, que Ouais, finalement, ouais. ça a pas mal été. Mais c'était appelé On est de fous, ça. Ouais, c'est une autre Mais, équipe complètement. ouais, là, ouais. tu sais. Mais oui, que ça l'a. qu'il en a entendu parler en crise. Ouais. Ben, en fait, il n'a plus entendu parler parce qu'il était plus là pour en parler. Mais ouais, j'ai pas trop su en fait. C'était quoi l'histoire? C'est que finalement, il avait pas fourni sa chronique au complet, puis il avait un peu arraché des affaires le jour même, je pense, c'est ça? Je le sais pas. Je pense que. Il me semble que ce que j'ai entendu, c'était un peu ça que l'équipe a dit qu'ils avaient rajouté des affaires qu'eux avaient jamais vues, puis que Ouais. ça allait complètement ailleurs, puis. Mais ça, tu sais, genre, j'ai entendu beaucoup de gens dire ça, puis que c'est inacceptable, puis ça, puis c'est comme, en quoi c'est inacceptable? Je veux dire, quand t'es chroniqueur, je veux dire, c'est ta position, c'est toi qui l'endosses, Ouais. là, tu sais, puis je veux dire, quand tu reçois un invité, tu vas-y dire comme, tel pas sujet, dire ça. Non, va tout pas à là, fait, parce ça, que, ouais. tu sais, je veux dire, c'est la même affaire, là. C'est mes propos à moi, mais ouais. Mais ouais. J'imagine qu'eux, ils voient ça. S'il est récurrent, c'est qu'on l'endosse un petit peu. Genre, s'il revient puis qu'il Ouais. est chroniqueur avec nous souvent. Mais ouais, il pourrait avoir juste à la limite un petit disclaimer de Ceci n'engage que moi. pas. C'est ça, l'émission back pas les propos qui suivent. Ouais. Ouais, puis ça d'ailleurs, il y a pas les humains, on s'est pas beaucoup insurgés là-dessus sur. Non, on a vraiment ça, une- ça rentrait pas dans la C'est liberté la d'expression. liberté Ça. d'expression à géométrie variable. Là, on Il y monte a- au bat Il y a de pas de façon plot différente. une fois, c'est pas ça, la liberté d'expression. Voyons donc, taper sur les vrais puissants, what the fuck. Ouais, c'était un peu, on est un peu particulier quand même. Mais ça, on le sent plein de fois. Là. Il y avait. Ouais. Ben, tu sais, le truc. Il y a Mehdi aussi dernièrement qui s'est fait poursuivre. Oui, qui il a a en eu fait, il y a une eu menace une mise baillon, en demeure. genre, ouais, une mise en demeure. Mise en demeure qui veut rien dire, mais bon, ça reste une mise en demeure. Mais ça peut- C'est l'intimidation. Là. C'est, ouais, ben c'est ça, c'est de l'intimidation pour que tu arrêtes de parler. Ouais.
ça fait peur, mais ça, Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup on a parlé de ça. zéro parlé. Moi, genre, je l'ai su parce que, bon, tu sais, j'ai des amis, puis je connais Mehdi, puis tout ça, mais j'étais comme, what the fuck, comment ça qu'on parle pas plus de ça? Non, mais c'est ça, c'est vraiment... Puis je pense que, justement, les humoristes, au sens large, on perd la crédibilité si on monte au bat juste pour certaines affaires qui sont... on peut plus taper sur le même monde que sur lesquels on tape depuis 20 ans. Ouais, ce que je suis prêt à défendre aussi, remarque, là, tu sais, c'est comme, on a le droit de faire les jokes sur qui on veut, puis genre à 100%, c'est juste qu'à un moment donné, justement, comme tu dis, il faudrait que ça soit des deux bords, parce que sinon ça perd toute crédibilité, non? Faudrait qu'on on soit des défenseurs de la liberté d'expression dans toutes les situations possibles de liberté d'expression. Mais des fois, c'est rough. Tu sais, moi, je me rappelle, là, quand Dieudonné avait essayé de venir à Montréal, on m'avait appelé faire des entrevues, puis j'étais comme, non, il devrait pouvoir, tu sais, s'exprimer, puis ça, puis j'étais comme, fuck, je commence à être mal à l'aise à le défendre lui, mais je vais le défendre quand même parce qu'il y a quand même de quoi de fucké quand même. Quand le gouvernement dit comme non, tu viens pas ici. Puis ça, c'est bien plus gros que ce que les humoristes vivent quand ils crient à la censure. Là, quand c'est une autre instance qui est vraiment capable de te faire taire. Puis qui. Ça, c'est de la vraie censure en fait. Ça, c'est de la vraie censure. Quand c'est quelque dans chose de la plus puissant de toi, puis de gouvernemental. Puis Mais c'est touché ces affaires-là quand même parce que. Genre quelque chose comme Dieudonné, je suis mal à l'aise parce que je sais pas à quel point en tant que public, puis je m'inclus là-dedans, là, tout le monde, genre, je sais pas à quel point on a un sens critique assez aiguisé pour être vraiment capable de faire la part des choses. Par rapport à Dieudonné, tu veux dire, ou en général? Par rapport à plein d'affaires. Dans le meilleur des mondes, moi je pense vraiment que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, puis les gens sont capables de piger qu'est-ce qui a raison, puis qu'est-ce qui est intéressant, mais on n'a pas une éducation axée là-dessus pantoute. On n'a pas une éducation pour avoir un bon sens critique puis questionner qu'est-ce qu'on se fait garrocher dessus. Ouais, moi je pense que rendu là, ça revient c'est la responsabilité de l'humoriste, tu sais. Tu sais, mettons, tu fais une joke là, antiraciste, là, puis les gens la rient de manière raciste, là. Si tu continues à la faire, ben, ton hostie de problème, là. Tu sais, toi qui étais épais là-dedans, là. Puis je pense que Dieudonné a beaucoup de ça, là. Tu sais, c'est comme, tu fais des trucs anti-juifs, puis là, le monde dit « Ouais! » Puis là, t'es à l'aise, toi, avec cette clap-là que tu viens d'avoir à ce moment précis-là. Tu l'as vu, comment ils l'ont ri. Tu sais comment ça a été pris. Puis tu te sens backé, puis en même temps, j'ai l'impression que quelqu'un comme Dieudonné, en plus, j'ai l'impression que c'est venu graduellement, qu'il a comme creusé de plus en plus ses affaires de... Il se sentait menacé d'un côté, puis super accepté de l'autre. Fait qu'il tend vraiment vers ce bord-là, c'est normal. Hein? Ouais, moi, je suis un gros fan. Là. Moi, j'ai suivi longtemps ce que... Est-ce que tu es un fan de Dieudonné? Une couple d'affaires. Il y a une couple... Je trouvais tout le temps que c'était super clever, bien amené, puis... Mais j'ai pas regardé toutes ses shows, mais ce que j'ai vu, je trouvais qu'il avait énormément de talent. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est une petite plume, là. Il écrit là, d'une manière comme... Puis d'ailleurs, je veux dire, en France, là, je sais pas si t'as déjà écouté un peu les autres humoristes français, ils aimaient tout Dieudonné, là, mais vraiment, là, l'espèce de « ferme ta gueule », comme tout ça, là. Ils font tout ça, la manière, la musicalité des jokes, là, il a été beaucoup, beaucoup copié. Puis après ça, ouais, c'est ça, il a vraiment influencé, mais là, c'est un paria. Ouais, mais moi, j'ai décroché, c'est comme... À un moment donné, il y a comme une limite là, que je pouvais pas... il est rendu beaucoup dans les théories de conspiration aussi. Là. Il continue à creuser de plus en plus profond. Cette crowd-là. Là. Ça te fait là, c'est rendu un peu... de ce que je comprends, là, c'est comme... Genre, il produit ses affaires, faut que tu achètes ses DVD direct. Il y a vraiment de l'air d'être construit un système à part qui est le système de Dieudonné. Mais c'est quand même incroyablement intéressant. Tu savais qu'il y avait sa compagnie d'assurance? Non. Oui. Pas du tout ça. Comment ça s'appelle donc? C'est toujours un jeu de mots avec ananas, là, parce qu'il a fait une toune genre d'ananas ou je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Oui, il avait fait une toune show à ananas. Là. C'est comme une toune. Ouais, je pense. Qui est un jeu de mots. C'est un peu limite. Je pense qu'il y a eu des problèmes pour ça, fait qu'il a décidé de récupérer ça, pis ça. Mais il a créé sa compagnie d'assurance. Une assurance alternative pour tous ses fans. Là. Fait que, mettons, tu peux t'inscrire à la compagnie d'assurance, tu vas être assuré, mais es-tu vraiment assuré? Parce qu'on ne sait pas à quel point c'est legit cette affaire-là. Ouais. Fait que tu t'envoies ton argent à quelque chose que tu sais pas trop. C'est tellement weird. C'est fucké, là. Tu sais, comme il est à ça de créer sa propre monnaie, Dieudonné, là, dans son propre pays. C'est vraiment ça. Ouais. Ça, c'est un peu inquiétant, en fait. Ben, c'est inquiétant, mais en même temps, tu sais, je veux dire... Si c'était quelqu'un que justement tu lui faisais confiance, puis tout ça, je trouverais ça fascinant. Cool. Ouais, je trouverais ça fascinant. Wow, mais... On a un système alternatif où on a notre propre monnaie, nos propres assurances. Il faut qu'il y ait énormément de monde qui le back, pareil, pour qu'il puisse construire des affaires comme ça. Là. C'est ça, c'est un gros
un gros système alternatif. Genre. Ouais, c'est un plus gros marché qu'ici aussi, là, la Ouais. France, là, c'est énorme. Là. Fait qu'ici, on pourrait pas vraiment faire ça. Puis bon, j'ai pas l'intention de créer ma propre compagnie d'assurance, là, c'est un peu lourd. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison, il y a son propre théâtre, puis Ouais. tu sais, il distribue lui-même ses C'est ses tout en DVD. parallèle du système normal. Genre. Ouais. Mais ouais, puis il crée un show par année, tu sais, depuis, je pense, 15 ans. Là. Un show par année depuis 15 ans, juste pour l'argent, pour vrai, là, honnêtement. Là. Ouais, c'est tout un phénomène. Ouais, parlant de Dieudonné, il n'y a pas quelque chose qui te fait peur, toi, dans ce public-là, que, tu sais, le public, là, comme on en parlait tantôt, là, la théorie de conspiration, puis, tu sais, je veux dire, les gens qui ont mis au pouvoir Trump, là, finalement, là, tu sais, il y a comme un switch, je trouve, dans les dernières années où, tu sais, comme, hey, on se fait avoir, puis on se fait fourrer, puis tout ça, puis réveillez-vous, puis c'est comme, hey, moi, j'ai toujours dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Mais le alt-right américain, là, Ouais, je trouve ils sont clever dans leurs affaires parce qu'ils se présentent vraiment. Ben, ils se présentent vraiment comme des punks. En fait, ils se présentent comme des rebelles. Ben Puis ça, tout le monde aime ça. Tout le monde c'est dans la mythologie américaine de Star Wars, whatever. C'est tout le temps les rebelles qui se battent contre le système. Puis eux, c'est ça, ils réussissent à tweaker ça de c'est nous les vrais rebelles. Je comprends pas, en fait, comment qu'ils... Mais je veux dire, c'est un méga tour de force. Mais... Puis on parlait de tu sais, mettons, Radio X, puis ça, eux autres aussi se présentent comme ça, anti-système, puis on est... Mais tu sais, comme... C'est ça qui est alléchant pour le monde. Mais ils t'exposent une manière de... Ah, la gauche contrôle tout. Comme quoi? Je veux dire, qui? Pardon? Les communistes sont partout, puis c'est comme, OK, attends un petit peu, t'as-tu des noms? Je veux dire, j'avais vraiment l'impression que c'était François Legault à la tête, puis qu'il y avait de la corruption, de la collusion avec des puissants, non? Mais quoi, moi, c'est ça, ils ont réussi à créer quelque chose de assez fascinant. Oui, mais c'est la façon d'aller chercher le monde vraiment. Parce que tu joues sur la peur de... Il y a des gens qui te menacent, puis tu joues sur le côté un peu héroïque de... Ouais. T'es en train de te battre pour les vraies affaires contre le... Puis toutes les histoires... Moi, je pense que c'est un peu une affaire de culture populaire qui est super ancrée chez nous de... Ouais. C'est tout le temps les affaires de rebelles qui se battent contre le système. C'est drôle, je me rappelle plus où j'avais vu ça, mais il y avait une fille de la CIA qui avait infiltré genre des cellules terroristes au Moyen-Orient ou whatever. Okay. Puis elle disait que souvent ils tripaient sur exactement les mêmes affaires américaines parce que puis eux ils ont plus raison. À la limite, eux ils se voient contre les rebelles qui se battent contre l'Empire. Mais fait que des deux côtés, les gens ont l'impression d'être les rebelles qui se battent contre l'Empire. C'est fou, là. Ouais, mais t'as-tu l'impression qu'en fait, t'as pas le choix d'utiliser cette position-là si tu veux faire avancer un mouvement parce que tu peux pas dire hey, on fait partie des dominants puis on veut maintenir ça nos standards. C'est moins alléchant, mais c'est intéressant quand c'est fait, genre c'est quoi ça? Tu connais comment il s'appelle le français Éric Zemmour, c'est ça? Ouais. À un moment donné, quand la France avait envahi le Mali, il y a une couple d'années, c'était une affaire pour genre du plutonium ou des trucs. Non, c'est ça, c'était pas pour des ressources. Là. Mais ce qui était, tu sais, il est complètement débile ce gars-là, mais ce qui était intéressant, c'est que lui, c'est une des rares fois où quelqu'un à droite l'assumait. J'avais regardé une vidéo de gars de gauche qui disait là, on est en train d'envahir ça parce qu'on veut voler leurs ressources, blablabla. Ouais. Puis lui était vraiment contre. Puis c'était vraiment drôle parce que Éric Zemmour avait exactement le même rationnel, mais lui, il disait c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire. Ouais, on les veut, ces ressources-là, sont super, on a d'excellentes ressources. Puis il y avait quelque chose de confrontant là-dedans parce qu'il y avait pas tort sur certains points de on a besoin de ces affaires-là si on veut maintenir notre niveau de vie. Ah non, mais ça, c'est clair et net. C'est super confrontant parce que nous on veut pas. Nous, on veut jamais être responsable. Nous, on veut maintenir notre niveau de vie, mais on veut que ça soit fait caché de parle-moi-en pas. Genre, je veux avoir l'impression d'être une bonne personne. Je veux ça, mais équitable. Ça se pourrait-tu? C'est ça, vraiment ça. Ouais. Puis ça, c'était intéressant de voir, de voir quelqu'un à droite qui dit pourquoi il veut les affaires sans flafla de on essaie. Ouais, une certaine honnêteté là-dedans. On est en position de pouvoir, on veut maintenir ça, on est habitué là-dedans, on serait pas à l'aise d'avoir moins. Fait que... Ouais, c'est vrai que c'est rare que tu l'entends ce discours-là, tu sais. Puis en revenant aux États-Unis, il y a beaucoup de, tu sais, puis même beaucoup d'humoristes sont libertariens là. Mais très, très libertariens, là, tu sais, mettons Joe Rogan, Bill Burr, Doug Stanhope, là, ça a été un des premiers. Les gars de South Park aussi. Ah ouais, c'est vrai. Puis, mais c'est comme... Être libertarien, c'est pour être le libre marché, là, tu sais, c'est comme... Ouais, hey. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu... J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il n'y a pas tant une culture de... Il n'y a pas une culture libertaire, en fait. Fait que si t'es...
il y a juste libertarien, il n'y a pas d'autre avenue. Genre Stanhope, là, je trouve que c'est un bon exemple parce que il est vraiment pour les underdogs, contre les banques, blablabla. Moi, je le vois bien plus comme un anarchiste que comme un libéralisme économique à fond, tu vois. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'ils ont pas c'est comme si on n'en parle pas, c'est pas dans la culture. Fait que si t'es pour tout, t'es libertarien. C'est un peu l'impression que ça me donne, mais... Ouais. Mais au final, quand tu les écoutes parler un petit peu plus, il y a quand même un peu... il y a beaucoup de critiques là, sur tout ce qui est... tu sais, je sais, qu'on parle d'enjeux trans ou le féminisme, tu sais, puis là, t'es entends, t'es comme, OK, ouais, il y a ça en vous que j'avais pas vu au départ, mais ouais, t'as raison, il y a quelque chose aux États-Unis où être rebelle, finalement, c'est ça être libertarien, puis... J'ai l'impression que, ouais. Puis c'est depuis, genre, ça a été fondé là-dessus de, OK, on se méfie du gouvernement, faut qu'on soit prêt à se révolter contre le gouvernement à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on a besoin de nos armes. Je veux garder mon mousquet pour si jamais j'ai à me... C'est ça, il y a vraiment une culture de... le gouvernement est contre nous autres. Mais c'est comme... Contre eux autres. Ouais, ben oui, c'est totalement vrai, mais c'est perdu, gang, c'est fini. Là. Le combat n'est plus possible. Je veux dire, t'as avec ton gun, puis un drone qui arrive, puis qui te mitraille, bonne chance. Même si tu les gardes, tes guns, tu fais pas le poids. Tu feras jamais le poids, d'ailleurs. Ben, c'est quand même fascinant. Là. J'entendais les chiffres là, que les États-Unis mettaient sur l'armée il y a pas si longtemps. Je pense que c'était 20 000 $. C'était-tu la seconde ou la minute qu'on mettait? Je pense que c'était même la seconde. Là. C'était quelque chose d'épouvantable. Ça a pas de bon sens, tu sais, fait que toi, avec ton il a beau être semi-automatique, là, ton gun, là, bonne chance. Tu vas pas faire. Je sais même pas à quel point c'est vraiment pour avoir un poids militaire impressionnant ou c'est vraiment des affaires de... genre, les producteurs d'armes ont tellement un gros lobby de « Oh, on va t'en acheter, genre, 10 de ces avions-là on sait qu'on va garder stockés. De toute façon, on va même pas les utiliser. C'est juste, on fait rouler, on vous donne du cash. » Puis c'est beaucoup de déployer ces plumes, là, pour les autres pays. Checker ça. Essayez-vous, gang, on est là. Ouais. Terrifiant, ouais. Mais pour en venir au alt-right qui me fascine bien gros, t'as-tu l'impression que la gauche en ce moment, puis bon, à chaque fois qu'on parle de la gauche, là, je dis ça, puis c'est très large, là. Il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs mouvements, puis plusieurs trucs plus nichés, mais t'as-tu l'impression que la gauche en ce moment vend très mal sa salade? J'ai l'impression que c'est pas très populaire. J'entends de plus en plus de critiques, puis je veux dire, c'est sûr, c'est alimenté par surtout au Québec, là, par des chroniqueurs très malhonnêtes, là, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas très bon pour vendre notre salade. Moi, des fois, j'ai des commentaires en dessous, là, le monde, ils sont fâchés. Puis c'est même pas par rapport à ce qu'on dit, là, mais il y a une perception... C'est un cliché d'avance de, OK, on sait que Guillaume, c'est un gauchiste, fait qu'on va... peu importe les invités, whatever, là, mais le mot, le social justice warrior, là, il revient souvent, puis c'est comment ça s'est développé? C'est comment on est... Tu sens ça, toi, quand même? Par rapport à ton humour ou... Si je sens que les gens embarquent moins qu'avant ou que ça a plus mauvaise presse, genre? Ouais, tu mal vu, t'as-tu des commentaires où t'es comme OK, le message passe peut-être mal, on est-tu comme trop moralisateur, on est-tu trop agressif, est-ce qu'on utilise des armes que la droite justement utilise? Ouais, ben j'ai l'impression qu'en général la gauche, puis j'ai l'impression que je parle tout le temps un peu à travers mon chapeau, je suis pas expert en rien. Non, mais c'est ça, c'est fait pour un podcast, c'est parler à travers son chapeau pendant 2 heures. Venez entendre des non-experts parler d'affaires. Mais j'ai l'impression que la gauche a tout le temps eu plus d'orgueil de OK, on veut pas jouer les mêmes games que les autres, on veut pas aller. Fait que je pense que c'est souvent moins organisé puis moins efficace que la droite qui a moins de scrupules, genre, à aller chercher les gens avec la peur ou la haine ou whatever, des trucs comme ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, la gauche pourrait... Tu sais, on parle beaucoup de gauche populiste, là. Je vois beaucoup de gens parler de ça. T'es-tu d'accord avec ça? Que, tu sais, justement, manipuler les gens pour les amener du bon bord, il y a quelque chose de super condescendant aussi là-dedans, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, dans le sens que, tu sais, je vais faire de la démagogie, mais pour t'amener de mon bord, du côté progressiste, tu sais, manipuler les niaiseux, finalement, là, pour les amener dans ton clan, il y a quelque chose de... Mais moi, j'ai de la misère à le croire, ça, parce que j'ai l'impression que... C'est large, mais quelqu'un à gauche qui essaie de manipuler des gens en situation difficile pour les amener de son bord, finalement, il les amène un peu de leur bord aussi, parce que il essaye un peu de... Tu sais, moi, je vois plein de monde, genre du monde qui aurait voté Trump ou du monde qui ont voté CAQ à la limite, dude, c'est pas dans vos intérêts. Je comprends même pas
vous avez pas assez d'argent pour que ça soit avantageux pour vous de voter comme ça. Fait que ça j'ai l'impression que c'est bizarre. Ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie d'influencer quelqu'un pour voter contre ses intérêts. Mais ben, moi, je suis biaisé, je suis super à gauche, mais Moi, je comprends. j'ai l'impression que c'est dans les intérêts de beaucoup de monde de... Fait qu'aller faire du populisme de gauche, c'est un peu aller chercher du monde à voter pour leurs propres intérêts ou à se battre pour des affaires qui sont pour leurs propres intérêts. Je comprends ce que tu veux. Ben, T'as pas de l'air convaincu. Non, mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, comme oui, mais en même temps, c'est justement, c'est utiliser les mêmes armes que l'ennemi, là, je mets des guillemets, là, mais tu sais, je pense que moralement, justement, tu sais, quand t'es progressiste, t'essaies de mais t'as-tu l'impression, manipuler. Mais t'as-tu l'impression qu'il y a des gens qui se font mentir pour aller à gauche? J'ai l'impression j'en entends de plus en plus parler de ça, là, de cette espèce de gauche populiste, puis ça, puis je l'ai pas vraiment vu. Mais je la là. saisis pas. Moi aussi, j'en entends parler, mais je comprends pas bien que c'est quoi, honnêtement. Ouais. Ben, en fait, c'est utiliser de la démagogie pour t'amener du bon bord. Je dis bon bord parce que c'est moi qui parle, là, puis je considère que c'est un peu... mais ouais, tu sais, peut-être... ma réflexion n'est pas achevée là-dessus. Je dis comme, faudrait-tu vraiment faire ça? Ça serait-tu comme juste malhonnête ou juste faire comprendre avec la rationalité, puis la nuance, puis tout ça? Mais ça peut-être fonctionne pas non plus. Je sais vraiment pas. Mais je comprends ton point de... de jouer avec les armes de l'ennemi, puis d'aller... Ouais. Mais tu sais, on revient à Mathieu Bock-Côté qui s'est fait un peu ramasser aux émissions de télévision française. Puis en fait, il y a aussi à Deux Hommes en or avec Émeric Caron. Tu l'as regardé? J'ai regardé Puis, après. t'as-tu aimé ça? J'ai vraiment aimé le début. À la fin, ça devient juste confus de tout bord, tout côté. Puis même Émeric Caron, tout le monde parle par-dessus tout le monde. Ouais, ça reste des intellectuels français, là. Tu sais, je veux dire, on s'en sort pas. Mais à la fin, c'est ça. À la fin, c'est deux coqs dans un poulailler, là. Mais vraiment. Mais ça, en même temps, c'est quoi ça? C'est un bon exemple de populisme de gauche, je trouve. Il maîtrise bien la démagogie quand même, là. Émeric, il est quand même un bon manipulateur. Certains raccourcis intellectuels, puis certains moyens de faire fermer la parole à l'autre avant qu'il... Oui, tout à fait. C'est ça, c'est être cocky, avoir de la confiance, te cornerer, puis choisir des mots, puis tout ça, puis que l'autre est comme... Mais ça devient une joute, là, quelque part. Là, c'est comme extérieur aux idées, là, finalement. Mais c'est ça, mais qui sert tellement à rien. Les débats, là, pour vrai, moi, j'ai vraiment une réserve par rapport aux débats de... Je sais pas ça essaie de faire quoi. Moi, je pense, j'en ai parlé beaucoup avec ma blonde parce que justement, suite à ça, on a beaucoup parlé là, de Mathieu Bock-Côté puis ça. Puis j'en suis venu à la conclusion, puis ma conclusion n'est pas terminée, là, mais je suis encore un peu en réflexion, mais je pense que ça sert absolument à rien. Je pense que c'est du divertissement. Ben, je veux dire, tout le monde a besoin de divertissement, les intellectuels aussi, fait qu'ils ont besoin de temps en temps, ils peuvent pas écouter la voix. C'est une façon de le voir. Fait que tu sais, voir deux coqs là, tu sais, sortir tous les sophismes puis se caler sur leurs sophismes, puis finalement on sait pas, il a gagné, je pense que c'est lui qui a gagné, je suis pas d'accord, lui était vraiment mieux. Puis en même temps, parce que quelqu'un gagne, mais de toute façon, être la meilleure personne pour argumenter, ça a absolument rien à voir avec avoir raison, ultimement. Mais c'est bizarre ces affaires. Tu sais, je l'ai même pas regardé, mais il y a une émission à Télé-Québec de débat. Oui, ils font juste... Zone franche, je pense. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'en pense. Ben, je l'ai même pas regardé. Mais c'est vraiment bizarre parce que c'est comme, OK, vous allez vous engueuler, il y a quelqu'un qui va gagner vraiment à la fin. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui a raison, c'est quelqu'un qui est un meilleur orateur, qui utilise mieux les outils. Puis qui Ben, je pense que j'en avais parlé au podcast ici, mais il y a Neil deGrasse Tyson qui parlait de ça, le scientifique, puis je le trouvais vraiment intéressant là-dessus. Il disait, moi, je compte les débats, je fais pas de débat parce que mon charisme et mes habiletés oratoires n'ont absolument rien à voir avec la vérité. Là. Pourquoi qu'on... Puis en plus, ça, c'est un bon exemple parce que lui, c'est un monstre de charisme. En plus, c'est même pas une affaire de je vais pas bien me présenter. Non, probablement qu'il gagnerait, mais quand même, je vais pas le faire parce que c'est pas ça la vérité. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Puis cette émission-là, j'ai l'impression que ça aurait été encore plus intéressant si les gens avaient eu à débattre soit d'affaires qu'ils croient pas, soit parce que ça aurait montré au public comme quoi ça veut rien dire, genre c'est vraiment une affaire c'est une stratégie intellectuelle. C'est vrai, t'as raison là-dessus. D'ailleurs, c'est à cette émission-là que Mehdi Boussaïdan a une mise en demeure. Non, c'est ça, c'est à cause de la soirée d'engagement, mais il a parlé de ce gars-là. Oui, c'est ça, il a parlé de cette discussion-là. Exactement. Mais ouais, il y a quelque chose là-dedans de particulier aussi, puis
je vais le recevoir ici d'ailleurs, là, Normand Baillargeon, là, puis je sais que lui il est beaucoup là-dedans. Là, bon, là, on est de plus en plus censuré, la liberté d'expression, puis tout ça. Mais dans la culture très occidentale du débat, là, c'est très important le débat d'idées. Puis si on ne sait pas débattre, je veux dire, on perd tout. Puis c'est comme ça que la culture intellectuelle s'est développée. Puis tout ça, mais en même temps, comme tu dis, des fois, ça n'a aucun rapport avec la vérité, avec les faits, avec... Tu sais, je veux dire, moi, je pense que je pourrais... Tu sais, je pense que Mathieu Bock-Côté me torcherait sur n'importe quel sujet, incluant genre l'humour, là, tu sais. Ouais. Mais il est sûrement plus habile que moi. Puis là, je me retrouverais à faire comme, bon, OK, t'as gagné, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a une affaire... Moi, si j'avais, genre, une émission ou un podcast où il y a des gens que j'oserais pas inviter, j'ai l'impression que tout le monde... C'est intéressant quand... Mais si t'as un invité, il faut que tu sois capable d'y faire face aussi, puis de comme le confronter sur des affaires. Moi aussi, je suis sûr que Mathieu Bock-Côté me torcherait sur n'importe quoi en argumentaire. Je suis pas habitué là-dedans. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a perdu, entre guillemets, son débat à 2 hommes en or, Mathieu Bock-Côté, parce qu'il parle d'un sujet qu'il maîtrise plus ou moins. Il a une opinion par rapport au véganisme, puis l'antispécisme, puis tout ça, mais... C'est une opinion, il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'études. Fait que là, aussitôt qu'il se fait cornerer, comme, ben vas-y, la science, t'as-tu la science? Ben j'en ai pas, mais je fais pas confiance à toi. C'est comme, ben ok, t'es fou. Je fais pas confiance à ta science biaisée, mais j'ai pas ma science à moi pour le bac. Je vais aller faire des recherches, je reviens, je vais aller aux toilettes sur mon sel, puis je reviens. Mais c'est ça, tu sais, puis ça veut pas... Puis le pire, c'est que moi, dans ce débat-là, mettons, je suis pas très véganisme puis antispécisme, tout ça, je suis pas convaincu à 100%, là, même si je pencherais peut-être plus de ce côté-là, mais... J'étais comme... Ouais, je sentais pas que t'avais un gros parti pris en partant. Non, c'est ça. Puis mais c'est ça. Lui, il est quand même perdu à cause de ça parce qu'il possédait pas tous les outils. Puis ça veut pas dire qu'il a pas raison dans son affaire, mais... Non, mais c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la recherche de la vérité ou whatever. T'sais. Mais t'aimerais-tu quand même ça, qu'on ait plus de ça, plus cette culture-là du débat au Québec, parce qu'on n'est pas très bon là-dedans non plus. Là. Les émissions sont toujours très consensuelles, très complaisantes. Mais l'espèce d'affaire de on n'aime pas la chicane au Québec. Ouais, exactement. T'aimerais-tu en avoir plus de chicane? Moi, j'ai l'impression que... Je sais pas s'il faudrait plus de chicane, il faudrait qu'on change notre façon de discuter avec le monde, de moins se braquer, j'ai l'impression. Parce que là, si on avait plein d'émissions de débat comme Zone Franche, j'ai l'impression que ça ferait juste polariser le monde. Ouais. Parce qu'on a l'impression que dès que 2 personnes s'engueulent, tout le monde s'en va dans son coin, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une culture de dialogue tant que ça. J'ai l'impression que dès qu'on parle de quelque chose d'un petit peu touché, au Québec, mais c'est la seule culture dans laquelle j'ai vraiment été, là, les gens se fâchent. Puis des fois, même moi qui défends un point, des fois que je me calisse un peu, je me fâche un peu. On est vraiment, mais c'est pour des affaires qui viennent pas, qui me concernent pas directement, c'est fou. Puis ça c'est vraiment nocif, puis ça sert à rien au dialogue, j'ai l'impression. Je me fâche pour des affaires que je m'en fous. Là. Ah ouais, puis des deux côtés. Deux côtés, c'est comme ça. J'étais allé à Radio X il y a pas si longtemps pour la promo, puis parce que moi, je vais y aller, vous m'invitez, je vais y aller, ça me fait rire. Il était très émotif, là, tu sais, comme t'as dit ça, puis ça c'était pas cool. Puis là, tu fais comme juste comme hey, ça va, là, c'est pas grave, là, comme on n'est pas d'accord, puis on peut se parler. Puis là, ils sont comme OK, puis là, ils voient que c'est un être humain, on peut se parler, puis ça, mais on est tous braqués, pas bon là-dedans. Chacun de notre bord. Ouais. Je pense que justement, le contact humain, c'est très important. Là. Mais on se voit plus, en fait. On fait juste s'écrire puis s'envoyer chier, mais c'est vraiment dur de voir qu'il y a un autre humain en arrière. Ouais, moi, c'est une affaire que j'ai découvert avec ce podcast-là. Tous les gens avec qui j'ai discuté, même quand j'étais pas d'accord, il y avait aucun moment où j'étais comme braqué ou en tabarnak ou tout ça, puis j'étais tout le temps comme OK, attends un petit peu, je vais essayer de comprendre un peu plus parce que c'est comme se fâcher devant quelqu'un, c'est quand même vraiment plus difficile. C'est un gros statement. Là, tu t'aventures dans quelque chose là que. Ah, puis même, moi j'ai entendu plein d'affaires de gens qui se faisaient envoyer chier sur les réseaux sociaux, puis juste le fait de mettre une réponse, même quand c'est pas en face à face, juste le fait de répondre ou de mettre un like ou que juste l'autre personne se rende compte que toi-même tu t'en rends compte, ça change complètement la donne. Là. Ouais. Ça change complètement l'interaction avec le monde. Puis ouais, je l'ai vécu assez souvent. Tu te fais comme insulter le hardcore, puis tu es comme, ben c'est pas gentil. Je sais pas pourquoi vous faites ça, madame. Oh, excusez, mon Dieu, je sais pas, j'aime quand même ce que vous faites là. Ben pas tout le temps, mais en tout cas, c'est comme, vous voyez, ça, c'est mieux, madame. Mais ouais, pour en revenir à la culture du débat, il y a quelque chose aussi là-dedans où que... Puis j'en reviens à ce que Normand Baillargeon a écrit sur plusieurs articles, mais c'est pas tous les débats qui se vaut non plus. Tu sais, comme on fait comme s'il fallait entendre tous les côtés, mais je veux dire...
l'opinion d'un néo-nazi? On est vraiment obligé de poser ça à quelqu'un? C'est comme... Ouais, puis il y a des opinions qu'ils sont déjà dans l'air du temps tellement constamment que... Ouais, que peut-être t'as pas besoin de leur donner des plateformes en plus, mais je sais pas, ouais. Mais c'est super touché, puis je ne sais pas qu'est-ce que j'en pense de toutes ces affaires-là non plus. Puis je sais que Normand Baillargeon, il est vraiment fort. Puis il devait être fâché quand Mathieu Bocoté s'est fait... Ah ouais, sûrement, je l'ai pas vu. Il a sûrement partagé un truc, puis tout ça, mais... Mais ouais, je sais pas qu'est-ce que j'en pense. De cette affaire-là de Mathieu Bocoté qui a été censuré, censuré, l'affaire avec la librairie, que le SPVM l'a censuré finalement. Ouais, c'est ça, le SPVM avait peur, c'est quoi, c'était au port de tête, puis il avait peur. On aimerait mieux que tu te fasses pas tuer. Censure! Ok, bon, ben, alright. Ouais, mais non, mais ouais, les idées de. Ouais, c'est ça, il y a déjà tellement de plateformes, on devrait pas y en donner en plus. Ouais, je sais pas, c'est super délicat. Ouais, mais écoute, moi, ce qui m'agace, c'est comme que ça soit récupéré, là, puis ils sont contents de le récupérer, c'est comme... C'est ça qui est dangereux. Moi, j'ai l'impression que tu lui donnes bien plus d'outils en le privant d'une tribune pour qu'il puisse être fâché, puis que avoir semi-raison d'être fâché, entre gros guillemets, de regardez qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose de concret, je vais aller chercher plein de monde. Il fait bien plus de dommages comme ça qu'en allant refaire sa salade qu'il fait déjà plein de fois sur une tribune. C'est ça qui est délicat. Ben, ça revient à ce que je te disais tantôt. Là, ça ferait partie un peu des erreurs d'une certaine gauche, un peu insécure, je dirais, comme qu'il y a de la misère à... Tu sais, je veux dire, je comprends que t'as pas nécessairement envie que Mathieu Bock-Côté s'exprime, mais... Tu sais, puis je dis... Il y a toutes sortes de manières de s'exprimer aussi, là. Tu sais, je considère que faire une manif... c'est une manière de s'exprimer. Des menaces de mort, ça, c'est pas une manière de s'exprimer, là, mais tu sais, moi, je pense que tu peux vouloir que ce gars-là s'exprime pas, puis c'est une manière de t'exprimer pour toi, là, mais en tout cas, je suis vraiment... je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que j'en pense. Mais toi, es-tu vraiment all the way liberté d'expression à la... tu parlais de Chomsky tantôt. Tu savais l'affaire de... il avait fait une préface d'un auteur français, c'est dans les années 80, ça fait vraiment longtemps, qui était genre négationniste ou quelque chose de vraiment gros. Forisson, j'imagine? Ça se peut, je sais plus trop. Puis c'était vraiment une affaire de... T'as le droit. Je suis prêt à défendre c'est ce qu'il dit justement parce que je suis fondamentalement pas d'accord, c'est dans ce temps-là que c'est important. Je trouve ça super intéressant, mais je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec lui, c'est juste que... J'ai l'impression que moi, je fais pas assez... C'est la même affaire que je te disais tantôt, je fais pas assez confiance au sens critique des gens en général, puis de moi-même à la limite, pour faire la part des choses. Ouais, mais en même temps, je veux dire, après ça, c'est qui décide? Tout à fait, c'est ça. C'est ça le problème, là, tu sais, je veux dire... Puis Dieudonné l'avait aussi utilisé, Forisson, tu sais, c'est ça, c'est comme l'Holocauste, ça n'a jamais existé, puis tout ça, là, je pense que c'est ça, Forisson. Puis il l'avait amené sur scène, puis là, tout le monde avait fait comme, ça n'a pas de bon sens de donner une tribune à ce gars-là. Okay, mais il l'avait invité pendant le show. Il avait donné un prix, genre, mais tu sais, il riait un peu de ça, à quelque part. Il riait du fait, comme, mon Dieu, lui, il est complètement pas là. Puis on va lui donner un prix, puis tout ça, mais c'est parce que légalement, t'as pas le droit là, de nier l'Holocauste. Genre, c'est dans la loi, mais lui, il trouvait ça absurde que tu puisses pas nier ça, parce que si tu peux pas nier ça, je veux dire, quelqu'un qui nie ça, on peut-tu après ça déconstruire cette personne-là, puis si on n'est pas capable de débattre, ça, c'est quelque chose quand même assez clair que c'est comme absurde, tu sais. Mais après ça, on a compris que peut-être que lui aussi est un peu négationniste. Fait que, tu sais, ça devient un peu malaisant. Fait que, il y a tout ça, mais en même temps, comme tu dis, tu fais pas confiance nécessairement à l'esprit critique des gens, mais c'est pas de ton ressort non plus. Définitivement pas, c'est sûr. C'est juste des affaires qui m'inquiètent, tu sais, mais... Puis d'un autre côté, quand il y a des affaires qui sont un peu tabous, puis qu'on les... Justement, les affaires de négationnisme ou du hate talk, j'imagine, en France, c'est ça. Leur limite du négationnisme, c'est perçu comme des propos haineux envers les Juifs. C'est un peu la raison du truc, j'imagine. Ouais, ben, c'est historique. Là. Bon, ils ont été conquis par l'Allemagne nazie. Fait que c'est vraiment plus chaud qu'ici, mettons. Fait que je pense que c'est des doigts qui doivent remonter à ce moment-là. Mais c'est parce que ça devient quand tu crées un tabou, tu le rends un peu plus fascinant que quand tu le déconstruis logiquement aussi. C'est un peu ça le risque, mais ouais. Fait que, c'est ça, c'est les limites du débat, mais justement, j'imagine qu'en tant que personne intelligente, éduquée, on devrait apprendre à pouvoir déconstruire le pire discours imbécile et non s'en sentir menacé. C'est juste que on devrait l'apprendre à l'école, mais c'est vraiment un outil citoyen super important. D'être capable de penser par soi-même, puis de déconstruire des affaires, puis de questionner, puis d'analyser qu'est-ce qu'on a, mais...
On a zéro ces outils-là. Mais c'est ça qui me fascine du alt-right, comme on parlait tantôt, c'est que eux ont l'impression de faire ça, tu comprends? Ouais. Ils ont l'impression d'avoir un esprit critique extrêmement développé, ils s'en font pas passer. Moi, c'est pas vrai, je vais croire ce que le gouvernement ils disent, puis j'ai été voir sur mes sites, puis mes bons chums que je me suis fait sur Internet, puis nous autres, on est woke en tabarnak, checkez-nous ben aller. Fait que, tu sais, puis après ça, je peux comprendre quelqu'un qui est comme hey, moi, je veux pas débattre avec eux autres, ils sont complètement gone, tu sais. Tu sais, l'as-tu vu le documentaire sur les Flat Earthers? Ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, je sais. Mais c'est vraiment drôle que tu aies utilisé le terme woke en plus parce que je pense que c'est vraiment. Mais les gens se perçoivent un peu de la même façon des deux bords. Tout le monde est woke. C'est ça, tout le monde est woke, mais pas sur les mêmes affaires. Puis ils ont pas les mêmes ennemis. Puis, Mais oui, le documentaire sur les Flat Earthers, il est vraiment bon d'ailleurs parce qu'il est comme. Il est fait relativement respectueusement d'eux, mais ça reste flabbergastant parce que c'est des hosties de personnages quand même. Mais c'est pas, tu sais, c'est jamais fait avec mépris, mais... C'est fabuleux. Ouais. C'est la fin est merveilleuse, là. Tu sais, c'est quand ils font le test. Ouais, puis là, ça marche pas, puis ils sont comme... Bon, on va voir. On continue pareil. Puis on le voit, mais ça, mais on parle plus tôt aussi. Il y a un truc qu'ils ont fait avec comme des ballons, une affaire de GPS avec comme des ballons météorologiques. Puis on dit, ben, ça a pas marché, mais on va le retester d'une autre façon. C'est jamais on va l'avoir. Ouais, on va l'avoir. On a sûrement fait une erreur. On a sûrement fait une erreur dans le développement de C'est pas la théorie qui est mauvaise. C'est pas la théorie. C'est cœur, hein. Tu savais qu'il y a un là-dedans qui c'était un humoriste? Ouais, j'en ai entendu parler ça. Mais je le connais pas. Moi, je fais de l'humour avec. Ouais, j'ai fait des shows avec drôle de personnages. Ouais, pour l'époque, je te dirais, là, ça fait un bout, là, puis il y avait moins de compétition, moins de talent à l'époque, là, fait qu'il y avait beaucoup de charisme, puis justement, là, il y avait beaucoup de charisme, fait qu'il était bon pour convaincre les gens, puis ça, mais c'était très particulier, parce qu'il faisait des numéros, justement, sur on n'a pas marché sur la Lune, puis... Il était déjà un peu dedans. Ouais, mais on pensait que c'était des jokes, tu sais. Quand on l'écoutait comme haha, il rit de ça, mais finalement peut-être pas tant que ça. Un peu à la Dieudonné justement il a creusé son affaire. Ouais, mais tu l'as jamais vu ça cette affaire? Je pense que c'est encore sur internet. C'était en route, la première édition en route vers Montpellier. Mais j'ai jamais regardé. Il arrive avec des lunettes fumées. Il y a des lunettes fumées, on voit même pas son regard, il y a son soude puis tout ça. Puis il y a des diapositives là, tu sais, puis il nous explique qu'on n'a jamais marché sur la Lune, toutes les affaires qu'on connaît là, de ça. Puis nous autres, on était comme, OK, un petit peu, on le trouvait bon quand même. C'est un gars qui il avait beaucoup de talent. Il avait fait une soirée d'humour, on allait à sa soirée, puis tout ça. Puis on l'a perdu de vue à un moment donné. Il a juste disparu, puis il est allé vivre aux États-Unis. Puis, il est allé développer ça. Mais lui j'ai l'impression qu'il y a vraiment une stratégie parce que tous les extraits vidéo qu'il y a dans le documentaire, il y a tout le temps une fille nowhere qui est en train de gosser sur son sel, quand même cute. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de stratégie de je sais c'est quoi mon marché. Ça va être des gars un petit peu tout seuls qui vivent dans le sous-sol de leurs parents, qui vont être impressionnés que moi, il y a une fille dans mon plan, qu'il n'y a pas d'affaire là pantoute. Mais c'est comme ça arrive dans 3 vidéos différents. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un aspect marketing qui est réfléchi derrière ça. Je sais pas si c'est sa blonde d'ailleurs qui était une humoriste aussi à l'époque, mais ouais. Ben, tu sais, lui après ça, il a dit que finalement, il avait tout monté, tout ça, toute pièce, puis qu'il voulait faire un documentaire avec ça. Il la face aussi après coup. Je sais pas, c'est ça l'affaire. Si c'est vrai, là, c'est le plus grand génie de l'histoire. Là. On s'entend. Ouais, mais je doute que ça soit vrai. Moi, je pense que c'est le genre d'affaire que peut-être c'était vrai au début, puis après ça, il a comme pris plaisir à avoir cette reconnaissance-là, puis il s'est dit, oh, on s'en fout, je vais continuer. Je sais pas. Mais on a un peu l'impression de ça du dude principal dans le documentaire sur les Flat Earthers, où lui, il est un peu plus, je dirais, plus fragile, tu sais, mais il est full valorisé là-dedans. Il a toujours été un loser, il habite chez sa mère, je pense. Ouais. Puis il est comme, OK, c'est une communauté, je suis comme le king de la communauté. Puis là, il commence à se croire là-dedans, puis il y a du monde plus loser que lui en dessous. Puis il est comme, il m'écoute. Puis tu sais, lui. J'ai l'impression que ça pourrait arriver à bien du monde. Quand notre besoin de reconnaissance pourrait nous faire dire un peu ben des affaires. T'sais. Je pense que oui. Puis, tu sais, quand tu te retrouves en situation de pouvoir ou que tu es comme le leader d'une patente, après ça, tu sais, quelqu'un qui dit comme, c'est pas vrai cette patente-là, tu peux avoir envie de faire comme fuck that, je veux dire, ça va être vrai pour nous là. Parce que moi je suis le king de ça. Je veux pas perdre ce que j'ai emmagasiné. Parce que le capitalisme c'est souvent ça là, c'est comme t'es en situation de pouvoir, t'as full d'argent puis tu te fais dire hey Chris, c'est vraiment pas éthique ton truc là, si t'exploites des enfants puis c'est dégueulasse ton affaire. Ça marche comme... même pour nous. Là, check mon char. J'ai une petite grosse baraque, ça va super bien mes affaires.
Hey, en terminant, Colin, si on veut te voir en spectacle, tu vas-tu. Ben là, t'as fait. Bon, là, je vais avoir on est dans fait le futur, Mobilo. fait que tu vas avoir fait. Ça a super bien été d'ailleurs. C'est incroyable, c'est vraiment écœurant. un beau show. Mais j'ai hâte de voir ça pour vrai. Mais après ça, ce show-là, est-ce que tu vas te l'autoproduire dans des plus petites salles un petit peu? Je vais sûrement le refaire une couple de fois juste parce que je trouverais ça dommage d'avoir mis autant de travail sur quelque chose pour le faire dans cette forme-là juste une fois. Ouais. Fait que je vais sûrement le refaire une couple de fois. Mais je ne sais pas si je peux le dire encore ou whatever. Ouais. Fait que oui, je vais le refaire quelques fois. Ouais, je vais Sinon, tu fais-tu encore des chroniques avec Fred Savard, sa balado? Ouais, je l'ai pas fait depuis un bout parce que je travaillais sur le show. OK. Mais ouais, je suis aux 2 semaines sur le. Ouais, ça c'est cool d'ailleurs. Il y a de plus en plus de balados un petit peu partout. Ouais. Fred qui a lancé ça. Lui, c'était sociofinancement, c'est ça? C'était socio-financé, puis ça a bien été. Je pense qu'il a busté le budget qu'il avait demandé à la base. Puis, ouais, mais c'est ça. C'est une affaire qui est super le fun, mais qui pas n'importe qui peut faire parce que lui, il avait déjà certaine notoriété. C'est ça. Il allait chercher sa notoriété. Mais ça, c'est le fun, puis c'est ça. C'est une affaire complètement carte blanche pour moi. Ouais, OK. Ouais. Je fais une chronique aux 2 semaines. Mais c'est ça, moi je trouve que t'es très bon d'ailleurs là, dans les chroniques d'humeur. Puis il y a pas. Cette culture-là n'a pas été implantée quand même encore au Québec. Il y en a de plus en plus. Catherine Etier qui était cœurante là-dedans, là, vraiment une des meilleures. Mais en France, il y a beaucoup de ça. Là. Ouais. Puis c'est super intéressant. Sur toutes les émissions, il y a le chroniqueur d'humeur qui vient. Puis tout le monde comprend cette notion-là. Mais. Je pense qu'on découvre tranquillement ici, mais les gens savent pas tant à quoi s'attendre. J'ai l'impression que d'un bord puis de l'autre, tu sais, si tu vas trop dans l'humour, les gens sont comme, ben, tu sais, on est à la radio, reste sérieux un peu, whatever. Si tu vas trop dans le sérieux, il y a plein de monde qui s'attendent à ce que tu fasses plus de l'humour parce que ben là t'es humoriste, fais-moi plus rire. Fait que c'est vrai que on est perdant un peu les deux bords. Moi je me le suis fait dire par des humoristes là, qui étaient comme ben là tes chroniques d'humeur sont pas tant drôles, c'est pas si drôle que ça. Puis c'est comme ouais ok, mais tu fais que dans le fond c'est assez facile à faire là, tu fais juste dire hey man, tu sais développer un angle, une opinion, une vision sur le monde, c'est fucking compliqué. Surtout là. si t'es dans quelque chose que ça fait 2 semaines que tout le monde en parle, t'essayes de trouver un angle différent, intéressant. Non, c'est vraiment de la job. Ouais, on n'a pas cette culture-là encore, mais je pense que, en tout cas, j'espère que ça va être développé. Moi, j'adore ça, fait que, ouais, plus de trucs comme ça, il peut avoir. Moi, j'adore ça le faire, puis j'adore ça en entendre de d'autres. Ouais. Mais il y a ça à Radio Cannes, mais je pense qu'il faudrait que les radios commerciales embarquent un petit peu plus là-dedans. Il y a des chroniqueurs, là, mais c'est souvent comme. C'est plus humoristique, c'est vraiment plus. On a un humoriste, c'est ça. Fais-nous des jokes. Ouais. Fait que bref, on peut te voir à balado de Fred Savard, sinon il y a autre chose. Encore les soirées d'humour, la revue L'Esprit Libre, c'est ça. J'anime une mensuelle, on revient en juin. Okay. C'est une mensuelle soirée d'humour politique organisée par la revue L'Esprit Libre. C'est d'habitude, ça va changer. Ça va probablement être au medley maintenant. Mais si les gens suivent L'Esprit Libre sur Facebook ou ma page à moi, ils vont voir les. Comment ça s'est développé ce projet-là? Ils t'ont approché ou Ça a commencé avec François Tousignan. Parce qu'il connaissait. Tu sais quoi L'Esprit Libre un peu? C'est comme un magazine indépendant qui veut faire des trucs en profondeur sans être trop dans le divertissement. Ouais. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, si c'était une levée de fonds ou quoi, ils ont organisé une soirée d'humour politique. Ça a vraiment bien marché. C'est François Tousignan qui animait. Comme un one-shot, puis on fait oh shit. Ouais, c'est ça. Puis là, ça a duré 1 an mensuel. Puis moi, j'étais allé 2-3 fois pendant ce temps-là, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, François voulait partir de l'anime, fait qu'il m'a demandé de venir le faire. Mais c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment... c'est un public qui est pas habitué aux soirées d'humour. Ouais. Mais qui sont super généreux. Ah ouais, c'est quoi le genre de public? C'est des universitaires? C'est vraiment plus du monde... Ouais, c'est beaucoup des universitaires, beaucoup du monde encore aux études qui suivent pas mal des gauchistes, là, qui suivent L'Esprit Libre. Eux, qui ont quand même un gros reach, ça me surprend, parce que nous, on n'a pas besoin de faire de promo, puis les soirées sont pleines. Ah ouais, ok. Fait qu'ils se chargent de ça. Ouais, ils se chargent de toute la promo, puis c'est vraiment des soirées de fun à faire. Les humoristes qui sont venus ont vraiment eu énormément de plaisir. Le public est vraiment là, puis le public s'attend à d'autres choses, aime ça que tu ailles plus en profondeur. Ouais. Non, ça c'est le fun dans ce temps-là. Là, que dès la prémisse, tu fais comme ah ok, c'est bon, ils sont je suis confortable, là, je suis pas en train de faire chier personne. Mais ça d'ailleurs, la revue L'Esprit Libre, c'est des affaires c'est important quand même, d'avoir des informations alternatives un peu. Là. J'en parlais ici avec Jules Falardeau à quel point c'est difficile de s'informer en général. Tu lis la presse, c'est comme bon, je connais leurs biais. Après ça, tu lis le Journal de Montréal, je connais en esti leurs biais. Puis là, le devoir, ok, ça, je vais prendre ça. Comme quelqu'un qui fait juste écouter Fox News puis Al Jazeera puis qui essaie de faire le. Ok, je vais juste. On se fait notre propre scrapbooking de nos opinions. Ok, m'a collé ça avec ça. Je pense que ça marche ensemble. Il y a un trou ici. Bon, peut-être une autre fois. Ouais, c'est compliqué de s'informer maintenant. Ouais, mais je pense, puis tu sais, quelque chose comme L'Esprit Libre, c'est super le fun que ça existe, mais je pense que tout le monde doit être bénévole là-dedans. Personne n'est payé. C'est sûr. C'est tout le temps des affaires, c'est du sacrifice. C'est difficile.
c'est du sacrifice pour les gens qui le font aussi énormément. C'est sûr que c'est énormément d'heures. Ils doivent trouver ça le fun, mais il n'y a pas de cash là. T'sais. Mais c'est ça qui est fucké avec l'Internet, c'est que on a plus accès à l'information, mais c'est pas toutes les informations qui sont de la même qualité. Là. C'est pas, pas tout le monde qui a une rigueur journalistique. Puis là, après ça, je veux dire, on dirait que c'est pour ça que tu peux. Qu'il y a des affaires comme des flat earthers, ça peut se développer. Tu tombes sur absolument n'importe quoi, puis encore là, t'as pas nécessairement un sens critique assez aiguisé pour. Puis tout se vaut, tu sais. T'es comme, c'est écrit, c'est sur un site. Je sais pas trop c'est quoi ce site-là, mais. Ou à la limite, tout se vaut même pas, mais tout se vaut pas selon son côté. Sa rigueur, genre, mais c'est ce qui va sortir le plus vite quand tu le searches sur Google. Fait que c'est juste, tout se vaut pas, c'est juste qu'est-ce qui est plus populaire et d'autant plus populaire, c'est comme exponentiel. Ouais. Puis en plus, sur Google, j'imagine que tu peux financer, tu peux sponsoriser tes publics, tes trucs tu peux que tes affaires sortent plus vite, mais c'est marqué quand c'est le cas. Ah, ok. Je pense, mais ouais, c'est ça. Ouais, tu tombes pas sur vraiment n'importe quoi, tu tombes sur ce qui est déjà super populaire, qui se partage, puis... Alright, fait qu'on va te checker là. Je vais venir faire un tour d'ailleurs. Il faut bien que ce serait avec grand plaisir. Moi, j'aimerais bien ça y aller, mais c'est comme j'ai pas le temps, j'ai un bébé puis tout ça. Mais on se voit là. Fait que puis sinon, tu fais des spectacles un petit peu partout à travers le Québec. Surveillez vos affaires, gang. Merci Colin. Plaisir. Bye bye.